Géné, bonjour et bienvenue sur Europe 1 jusqu'à 18h. Nous allons passer 2 heures en compagnie de Marianne Sergent, Philippe Vandel, Stéphane Coquerin, Pierre Bénichou et Christine O'Krent. Je vais tout de suite me tourner, pardon Christine, mais vers Marianne Sergent, parce que cette veste que porte Marianne, je dois dire... Ah, elle est très irlandaise. Même Mire Couleur ne peut rien y faire. Ah oui, on dirait la publicité, les deux clowns, avec un qui disait « Oh, dis donc, ta veste, elle a perdu les... » Et toi, t'as gardé les accessoires. Si ça passait à la télévision, eh ben, ça ferait mal aux yeux à tout le monde. Mais vous avez bien fait de la mettre à la radio, alors. Ah non, franchement, j'ai rarement vu quelque chose d'aussi coloré que ça. C'est Noël. Stéphane, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je trouve ça très joli, très saillant, c'est un peu les couleurs de l'été. Vous avez enlevé votre bob. C'est vrai, je me suis C'est pour me montrer votre nouvelle coiffure? C'est pas très réussi, mais je suis sûr que vous allez apprécier quand même. Oui, c'est pas mal. Moi, je l'ai pas reconnu. Ah oui? Ah, je l'ai pas reconnu. Les cheveux tellement différents de ce qui nous a habitués que je... C'est-à-dire qu'il imite un peu Marianne, donc ses reflets roux sont surprenants. Nous montons un duo d'ailleurs, que nous allons donner dans la rue François 1er, qui est recouverte de tapis rouges. C'est très agréable. Vous avez vu en arrivant qu'on a tapis rouge tout le long de la rue? C'est vraiment Noël. Je sais pas pourquoi d'ailleurs ils ont mis ce tapis rouge devant la station. Ça doit être pour Christine O'Krent, bien nécessairement. Bien sûr. Non, parce qu'il y a le même tapis rouge sur l'autre trottoir. Je veux pas être désagréable. Oui, on peut monter et descendre. Il doit y avoir une fête agréable. quelconque. Il n'y aurait pas Noël bientôt, hein? Oui, c'est possible, parce que les vendanges s'est passé. Pierre Bénichou, qu'est-ce que vous pensez de tout ça? De ce tapis rouge? Je pense évidemment que c'est la moindre des choses, étant donné qu'ils savaient mon arrivée. Et qu'ils ont mis le tapis rouge des deux côtés, parce qu'un jour je passe d'un côté, l'autre jour je passe de l'autre. Le courrier des auditeurs, évidemment, avant d'attaquer l'actualité. Tiens, d'abord c'est pour vous ça, Pierre. Regardez un peu. Il nous fait loupard. Ah, c'est vrai qu'il a un petit côté... Oh, t'arrives d'une Tessie. Oh, le zomblou. C'est vrai, Pierre, je vous ai jamais vu aussi décontracté. Ah, Non, au contraire, je suis très contracté quand je m'habille comme ça. Comme j'ai tellement peu l'habitude, je sais pas comment on bouge. mais tu ne te reconnais pas toi-même, c'est ça? Je ne me reconnais que dans tes yeux. Et voilà. Ah, dites donc, là, alors là... alors, j'ai le courrier des auditeurs qui est directement adressé justement à Pierre Bénichou. Regardez, j'en ai alors là une vingtaine de personnes qui ont tenu à rectifier une erreur. Je fais une erreur par jour en ce moment. Je viens d'entendre Pierre Bénichou concernant le cimetière de Sète où est enterré Georges Brassens. Malheureusement, Pierre Bénichou a tort. En effet, Georges Brassens est enterré dans le 2e cimetière de Sète et non, hélas, dans le cimetière marin où par contre est Paul Valéry. Voilà. Enfin, je veux dire, comment se fait-il? Mais il s'est déplacé après sa mort, le con. Ah non, mais là, il y a une chanson de Brassens où il dit justement qu'il veut être... Supplique pour être enterré sur la plage de Sète. Oui, mais non, j'ai que des emails qui confirment ça. Désolé, monsieur Bénichou, me dit Marie-Claude, Georges Brassens n'est pas enterré au cimetière marin de Sète, mais dans le cimetière des pauvres, c'est-à-dire le cimetière Le Py. Merci de rectifier. Pan sur le bec de Bénichou. Voilà, enfin, la cuistrerie du directeur intérimaire de l'Obs ne connaît donc pas de limite quand il affirme que Georges Brassens est dans le cimetière marin. Ah non, là, vraiment, là. C'est pas gentil, mais c'est une jolie phrase. Il a bien fait de rappeler à cette godiche de Daniel Evenou qu'elle devrait savoir que le cimetière marin est le cimetière de Sète où est enterré Brassens. Heureusement qu'il est là, le journaliste informé. Heureusement qu'il y a un puits de science dans cette équipe. En passant, dites à Tati Daniel qu'il y a bien un cimetière marin à Sète où est enterré Paul Valéry. Et dites aussi à l'autre Bénichou qu'il n'y a pas Brassens. Il y a bien un cimetière marin à Sète. Mais je veux dire, qu'est-ce que c'est grotesque. On me disait, il paraît qu'il est enterré à Sète. Je dis oui, Sète, le cimetière marin de Paul Valéry. Oui. Et j'ai même cité, entre les pins palpitent, entre les tombes. Et ça je veux dire, pour une fois, je récuse toutes ces accusations. Ah non, Gilbert me dit Pierre Bénichou a repris Daniel Evenou sur le cimetière de Sète où était enterré Georges Brassens. Ça s'est fait dans le cimetière finalement. Mais ça m'étonne pas de Brassens, c'est toujours démagogue, il a voulu le cimetière des pauvres alors qu'il parle, il n'y a que le cimetière marin à Sète. Non, c'est le poète Paul Valéry qui est dans le cimetière marin. Le poète Paul Valéry, il l'est très. Le poète Paul Valéry, le cuisinier Paul Bocuse et l'auteur dramatique Molière. Non, le poète Paul Valéry. En fait, c'est une information. D'habitude, j'accepte de prendre tous les pans sur le bec que je veux, mais pas sur le cimetière marin. Georges Brassens. Cimetière marin par cœur. Georges Brassens est dans l'autre cimetière. Cela n'enlève Georges Brassens. La foutre de Brassens. Cela n'enlève rien tout de même, dit Gilbert, à l'érudition. Voilà, quelqu'un qui parle. Et à la mauvaise foi de Pierre Bénichou. Quelqu'un qui vous connaît bien. Je lis régulièrement le Nouvel Obs et apprécie sur cette antenne votre intelligence, votre bonhomie, votre humour et le côté
épicurien Et mon blouson. qui donne envie de vous rencontrer autour d'un bon couscous, dit Odile. Oh, ça c'est sympathique, autour d'un bon couscous. Et toi, tu mettras ton T'as smooth. voile, ou ta croix, ou ta kippa. Qu'est-ce que ça veut dire autour d'un bon couscous? C'est d'un communautarisme, un racisme ignoble. D'ailleurs, je quitte cette émission et je vais au cimetière marin. Pierre, je vais défendre Odile sans la connaître. Le couscous est devenu le plat préféré des Français, toutes confessions confondues. C'est passé devant le steak culture, frites Coco, il y a non, 15 pas ans. possible. J'espère Pas que c'est le possible, premier. J'ai pas pas envie d'avoir du courrier de 7. Extraordinaire. Non, mais c'est un truc français maintenant, le couscous. Mais tu as des informations comme ça? Parfois, je le moment de les l'ai casser, lu dans je vais l'Obs, te moi, dire. j'ai lu dans Je crois que vous venez de faire une boulette, là. Félicitations pour vos émissions, m'écrit Franck, je change de sujet, ça arrangera Pierre. Je vous passe cet email pour vous dire que vous êtes écouté en Chine. L'autre jour, un auditeur vous a fait une blague en vous faisant croire qu'il était là-bas, mais moi j'y suis vraiment, me dit Franck. Et si votre renommée a dépassé les frontières de l'Europe pour arriver jusqu'à l'Empire du Milieu, sachez-le, vous avez un auditeur au moins ici, c'est moi. Remarquez, sur 1,3 milliard d'habitants, ça vous laisse une belle marge de progression, ça c'est sûr. Mais en tout cas, c'est sérieux, moi je vous écoute vraiment depuis Pékin. Ah, c'est bien ça. 1,3 milliard. Ah, oui. Quand j'étais petit, ils étaient 1 milliard. Ah, bah, tu sais qu'ils t'ont pas attendu. Ça, Ils vont vite, les chiffres. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ah oui, on nous parle aussi du code Wolferine ou Wolferine, je sais pas comment on doit dire, le nom de code de l'opération pour récupérer Homme Rouge, Saddam. pour récupérer Saddam Hussein. On nous rappelle que non seulement c'est un jeu vidéo, comme on l'a dit hier, mais avant tout un super-héros de bande dessinée américaine. Il fait partie des X-Men. Voilà, il fait partie des X-Men. C'est bizarre qu'ils aient choisi ces noms-là, d'ailleurs, les Américains. Christine, vous avez une idée? Comment ils choisissent leur nom de code? Ils choisissent. Parce qu'ils ont la même culture que beaucoup d'entre nous. Et donc, voilà, il y a des petits malins au Pentagone qui doivent trouver quelque chose, doivent se dire que les Irakiens sont moins familiers. Et voilà. C'est vraiment, je La vois bien. culture commune sont les feuilletons télé, malheureusement, comme dirait Béni. On connaît pas. Il faut qu'ils en trouvent plein de noms de code. Quand on connaît pas tous les noms de code de toutes les opérations ratées. Opération Schtroumpfette. Non, mais c'est la 40e fois qu'ils essaient de serrer Saddam Hussein. Je vous adore tous, mais arrêtez de dire des gros mots de 16h30 à 17h, m'écrit Annick. Je vais chercher mes petits-enfants à l'école à cette heure-là et je suis dans la merde, me dit-elle. Ça commence bien. Oui, mais il est pas 16h30. Pour leur expliquer de ne pas en dire. Alors, passez 17h, allez-y à fond, merci. Bon, très bien, on va attendre 17h. Ils essayent de nous berner, m'écrit Jung, mais tout le monde l'a vu, ce n'est pas Saddam Hussein qu'ils ont capturé, c'est Karl Marx. Ah oui, vraiment. C'est vrai qu'il y avait un côté Karl Marx aussi. Hein. Je suis de plus en plus fan de votre émission, me dit Alice. Je vous écoute tous les jours. Et avec vous, j'oublie tous mes problèmes. Parmi vos collaborateurs, celle que je préfère est la sublime Christine O'Krent. Elle est vraiment une tête. Vous vous rendez compte? Vous êtes une tête, Christine. En trop. Et des jambes aussi, mais bon. Ça On s'entend vous voit moins. moins sur le 100 mètres quand même, Christine. Quelqu'un qui aime bien tout le monde aussi, qui s'appelle Laurent, qui dit qu'on lui apporte de la joie. Je tiens à féliciter particulièrement Monsieur Bénichou, qui par sa répartie, son intelligence et son phrasé me fascine. J'adore l'entendre chanter avec Daniel Evenou, raconter des souvenirs du bled avec Ben Guigui, rivaliser d'intelligence et de savoir avec Vandel, partager l'humour décalé de Gueuluc, plonger dans l'humour noir avec Alévèque et séduire toutes les femmes belles et intelligentes de l'équipe comme Christine O'Krent. Wow. Vous vous rendez compte un peu, Pierre, hein? Ouais. Ça le fait, ça, hein? Ouais, ça le fait drôlement. Hein. Je vous sens pas de bonne humeur, Pierre, hein? Mais non, quand on grands j'entends chons, ce là. truc sur le C'est le cimetière marin, vraiment. Oh non. Non, mais les gens m'aiment pas, je sais bien. Ah, j'ai un dernier email très sympathique encore. Quoi qu'encore, c'est une précision, hein, une petite erreur qu'on a pu commettre l'autre jour. C'est on se moquait du genou de la reine d'Angleterre et quelqu'un a dit parmi nous qu'on allait lui envoyer des chrysanthèmes à l'hôpital. Ça a fait rire le public, nous dit Daniel, mais sachez que la fleur des funérailles en Angleterre n'est pas le chrysanthème, c'est le lys blanc qu'on envoie à un enterrement ou qu'on dépose devant une tombe en Angleterre. Ah, c'est une petite précision Une importante. précision intéressante que j'ignorais d'ailleurs. Et le lys blanc, le chrysanthème étant de loin Par la exemple, fleur si la vous plus vouliez laide aller du poser monde. des chrysanthèmes sur la tombe de Georges Brassens. Mais à quel cimetière Ah, mais le chrysanthème est la fleur la plus laide du monde et le lys blanc une des plus belles. Donc les Anglais ont plus de goût que nous. Mais bien sûr, je le dis toujours.
J'aime particulièrement l'esprit vif de Philippe Vandel. Ce sera le dernier email pour aujourd'hui. C'est Nicolas qui me l'écrit. Le BCBgisme cool de Péricochin, le naturel de Claude Sarraute, la folie de Daniel Evenou, l'évolution de Stevie, ça me plaît toujours ça. L'évolution de Stevie. Qui a plein darwiniste. Alors, on voit que les caméras ne sont pas toujours là. Qu'est-ce que vous voulez dire, Christine? Ah non, je pensais Il y a eu au beaucoup mot d'emails contre évolution. vous parce que vous avez méprisé Stevie l'autre jour. Les gens vous en veulent, Méprisé? Christine. Oui, Ah oui, non. oui. Sur l'histoire Pas du du tout. budget consacré à la mairie de Lille pour la culture et tout ça, les gens défendaient Stevie. Voilà. Ah. Je vous le dis, Christine. Ah non, il faut- mais c'était Ah oui, pas, quand il a dit c'était pas le coup. il paye. Voilà. Oui, voilà, ouais. Eh bien, il y a qu'à Faucon, il. Non, bien, voyez-vous, je me dis qu'une démocratie qui est capable de défendre Stevie contre Christine O'Krent, c'est vraiment un pays très libre. Heureusement. Allez, on se retrouve tout de suite après la pub. À tout de suite. Est-ce que vous savez tout sur tout? Par exemple, savez-vous quand est né le bon Saint-Nicolas? Pourquoi il distribue tous ses cadeaux? Avec le Quid 2004 et ses 2,5 millions d'informations sur plus de 600 thèmes, vous saurez tout sur Saint-Nicolas tout de suite. Alors pour vos cadeaux, pensez au Quid 2004 qui est en vente partout au prix de 34 €. Ne laissez plus vos enregistrements se dégrader. Passez au DVD Air Philips. Avec les DVD enregistreurs Philips, vous enregistrez facilement sur DVD avec une qualité de son et d'image inaltérable. Vous aussi, pour moins de 500 €, entrez dans le monde de l'enregistrement DVD et découvrez la nouvelle gamme DVD Air Philips. DVD Air Philips, le DVD qui enregistre pour l'éternité. Il est libre, Max. Il est libre, Max. Il y en a même qui disent qu'il nous dit tous ses secrets. Il est libre, Max. Un livre d'Hervé Christiani sélectionné par le Père Noël aux éditions Ballant. Fox. Et Gisèle, vous me prenez en photo? Je peux pas, mon numérique est plein. Regardez, il y a marqué full, là. Ah, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez le jeter, déjà? Bah non, je vais le ramener. Ah oui, il doit être encore garanti. Mais non, je ramène la carte mémoire chez Fox et ils me font des tirages sur véritable papier photo. Ah ben oui. Vous me montrerez les photos où je suis dessus? Je les ai toutes supprimées pour faire de la place, ça va aller mieux pour tout le monde. Pour vos tirages photos numériques sur véritable papier photo, Fox, 500 spécialistes à votre service, à découvrir sur phox.fr. Chez Fox, ils ont l'œil. On va se gêner jusqu'à 18h avec Christine O'Krent, Marianne Sergent, Stéphane Poquelin, Philippe Vandel, Pierre Bénichou, qui continuent à râler. Pierre, il dit. Ah, vous n'avez pas digéré le Ah, il cimetière dit- marin de non, Saint- il me regarde et il me dit ah ça m'étonne pas de ce péténiste de Brassens d'être allé dans le cimetière. Péténiste de Oh, Brassens. Péténiste, Brassens, mais ça va pas, non. Ah, il n'a pas dit ça, il l'a dit mais pas dans la pub, alors c'est pas pareil. Hein? Je n'ai jamais dit ça, vous êtes fou. Non, jamais. C'est un gars qui avait votre blouson et votre voix. Vous aimiez bien Brassens quand même, Pierre. Bien sûr, c'est un grand de la poésie et de la chanson française. Tu penses pas. Ah, le faux cul que vous êtes alors. Vous aimeriez être enterré où, vous, Pierre? Qu'on se trompe pas Moi, de cimetière. jamais, moi, pas enterré, moi. Vivant, moi, vivant. Donc qu'on se trompe pas de cimetière, qu'on sache quoi. Je sais pas, justement, si j'aimerais être incinéré ou enterré. Ah oui? Tenez, faisons un petit quiz, si vous le permettez. Oui. Vous préféreriez être enterré ou incinéré? Eh ben moi j'aurais préféré donner mon corps à la science, mais il paraît qu'ils n'en veulent plus maintenant, ils en ont trop. Au moins pour les couleurs quand même. Et toi Vandel? Moi je préfère être enterré. Bon, Poquelin. Moi, je voudrais être cryogénisé et exposé à la place du mausolée de Lénine. Ah oui? Mais en toute simplicité. Hein, Toute simplicité, bien sûr. Il serait ravi parce que je suis passé devant l'autre jour et manifestement il s'ennuie beaucoup. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Et vous, Christine, à côté de Léon Zitrone ou de... Bah, je prendrais moins de place, mais Vous préféreriez être incinéré ou le plus tard possible ou enterré? à l'idée des cendres dans la mer, ça me plaît assez. Ah, dans la mer. Pourquoi pas? À côté d'un cimetière. Et vous Laurent alors? Ah, moi je l'ai déjà dit 10 000 fois, le cimetière marin de Venise. Voilà, je vais vous voir là-bas, tous avec des palmes. Il n'y a plus de place, vous irez au cimetière des pauvres de Venise. Avec Giorgio Brassenza. Au téléphone nous attend quelqu'un qu'on aime beaucoup, qui est sur scène en ce moment en période de fête. Sur scène au Casino de Paris du 18 au 21 décembre. Je dis en ce moment, ça démarre dans 2 jours. C'est donc à partir de jeudi soir. Annie Cordy, bonjour. Bonjour à tous, bonjour. Bonjour. Dites-moi, vous n'êtes pas gay cet après-midi. Alors, vous parlez d'enterrement, moi je reste en vie, hein, les gars. Oh, oh. Bah oui, mais c'est bien d'y penser quand même. Oui, c'est vrai, moi j'y pense, hein, très souvent.
Mais vous avez le temps. C'est inévitable, donc faut y aller. Mais le plus lentement possible, quoi. Bien sûr. De toute façon, le cimetière marin de Bruxelles n'est pas terrible. Non, c'est vrai. Mais Ostende, plutôt que le Zout, c'est pas mal, hein, Christine? Absolument, Annie. Voilà. Comment ça va? Ça va. J'espère que vous viendrez, hein. Attention, je vous attends. À votre enterrement? Non, pas à mon enterrement. Il y a le Casino de Paris avant quand même. Au Casino de Paris du 18 au 21 décembre, ça on va y aller. Et avant de continuer ensemble à discuter, j'aimerais qu'on écoute un extrait d'une des nombreuses compiles d'Annie Cordy. Et j'imagine que vous allez la chanter sur scène, cette chanson, Je ne sais pas. ce tube. Oh, Hello Dolly. Oui, bien sûr. Eh ben c'est parti. C'est moi, Dolly, je reviens à la maison et c'est si bon. T'as rajeuni, Danny. Toi aussi, Johnny, tu rayonnes, tu étonnes toujours. Beau garçon, quelle élégance. Oui, quand tu danses ainsi sur cette les beaux jours, quoi qu'on fasse, hélas, nos 20 ans, ça passe à l'as, mais on revient toujours à ses amours. Hello, Dolly, oui, c'est moi, Dolly, dans le monde entier, on connaît mon prénom. Et mon grand succès m'a fait faire du cinéma aux USA. Oh oui, même le grand Louis m'a chanté Hello Dolly et chacun a repris avec lui. Hello Dolly. C'est la seule invitée qui chante pendant le disque, hein, Annie Cordy. Vous répétez en fait pour jeudi soir. Oui, je suis en plein de répète là, oui. Je suis avec mes musiciens là. Elle est inévitable cette chanson. Oui. Ça c'était un gros succès. C'est la première comédie musicale américaine qui arrivait quand même à Paris, hein. Oui, qui a fait en 72, voilà. C'était Barbra Streisand qui l'a créé, non? Non, c'est oui, au cinéma. Ah bon, mais oui. avant, c'est Carol Channing qui a créé au théâtre à Broadway. Alors c'est vrai que vous avez signé de nombreuses comédies musicales. On se posait la question aussi avec Philippe Vandel, outre le répertoire fantaisiste qu'on vous connaît, qui vous colle un peu à la peau, Annie Cordy. C'est vrai qu'il y a de nombreuses chansons qui swingent. Et on se disait aussi que vous aviez été meneuse de revue. Oui, on était au Lido et on parlait de vous. Vous aviez fait ce métier aussi. Ah ben bien sûr, j'ai commencé par là. On m'a ramené de ma Belgique natale à Paris pour mener la revue du Lido. Et voilà. Ah, au Lido même. Au Lido même. Et j'ai même souvenir d'avoir entendu Annie raconter cela au roi et à la reine des Belges. Et ça les a fait beaucoup rire parce qu'elle y a mis l'accent, bien sûr. Mais au Lido, à l'époque, est-ce que vous étiez, pardon de vous poser la question à Annie, mais on y était encore la semaine dernière, la meneuse de revue elle-même est légèrement dénudée. Ah non, moi pas. Non, vous non? Non, pas du tout. À l'époque, non. Même pas une petite... On avait des danseuses nues, hein. On avait des filles qui faisaient voir leur sein déjà. Bah, vous n'étiez pas en pantalon quand même. C'était une autre troupe. Vous n'étiez pas en pantalon, Annie. On voyait beaucoup vos jambes. On voyait mes jambes. Oui, j'étais en petit, ce qu'on appelle en petit maillot, mais... Même pas une petite plume dans les fesses? Plusieurs, qu'est-ce que vous rigolez? J'en avais plein, des strass partout, et un chien. Il est distingué, l'ami de Brassens. Il a tiré devant l'autre, oui, oh là. C'était un bon souvenir quand même. Le Casino de Paris, c'est aussi une salle mythique où de nombreuses comédies musicales et de nombreuses revues ont été menées, peut-être par vous-même d'ailleurs, déjà aussi, non? Le Casino de Paris. Moi, j'ai jamais fait le Casino de Paris.
C'est la toute première fois. Eh ben, une belle première. Casino de Paris, 18, J'espère. 19 et 20 décembre à 20h30. Matinée les 20 et 21 à 15h avec tout le répertoire. C'est-à-dire, effectivement, les chansons tendres, les chansons fantaisistes, les chansons jazz. Oui, un peu, oui, les standards américains que je connais bien, puisque j'étais chanteuse d'orchestre quand j'ai commencé, quand j'ai débuté dans le métier. Et pour les chansons fantaisistes, est-ce que vous utilisez les mêmes artifices, on va dire, les mêmes gags visuels qu'avant? Est-ce que, par exemple, je sais pas, pour Frida Papa, vous avez la perruque? Ah non, je ne mets rien. Je suis d'une sobriété invraisemblable. Même pas le petit tablier blanc pour la bonne du curé? Même pas. Merde alors. Même pas la tasse de chocolat fumante sur la tête. Mais non. Mais son Roger, où elle est où cette tasse Tout de ce que j'ai chocolat? comme accessoire, c'est un boa bleu, parce que je chante Lady Blue, qui est une très belle chanson, et un cardigan gris très... Voilà. Pour une autre chanson de Gilbert Bécaud, dont je ne vous dirai rien. Donc c'est vraiment la meneuse de revue qu'on retrouve. Non, c'est pas la meneuse de revue du tout. Ah bon? Dites-nous quelle C'est chanson la de Gilbert. chanteuse, tout simplement. La chanteuse de music hall qui n'existe plus. D'ailleurs, la fantaisiste, ça n'existe plus comme nom. C'est vrai. Quelle chanson de Gilbert Bécaud vous allez reprendre? Elle veut pas le dire. Je ne vous le dirai pas. Si, elle va me le dire. C'est Bénichou qui a parlé, là? Oui. Eh ben, Bénichou, venez me voir. Soyez un chou. Venez donc chez moi. Je vous invite. Venez donc chez moi. Il y a de la joie chez moi. Hein? Nini Lachance sera de la partie. Nini Lachance, alors, elle chantera Ça ira mieux demain de Nini Lachance. Voilà. C'est tiré de l'opérette. Le voilà. tube de l'opérette. Et puis, est-ce qu'il y aura aussi les chansons d'autres opérettes, celles que vous chantiez avec Luis Mariano? Parce qu'il y a eu quand même aussi ce couple, même ce trio mythique avec Bourvil et Luis Mariano. Oui, non, je chanterai, non, Ah, zut. non, je ne vais pas chanter la, que bella cosa, au sol mio, visa pour l'amour, non, je ne chanterai pas. Mais nous, on veut toujours tout, hein. Comment s'appelle l'opérette que vous jouiez avec Bourvil et Luis Mariano? Visa pour l'amour. Ah, et j'ai tourné en film, alors, Le chanteur de Mexico. Et avec Guettari, vous avez fait aussi? Ben, La route fleurie, Et avec voilà. Bourvil. Et celle-là, vous pourriez la chanter, La route fleurie? Prenons la route fleurie qui conduit vers le bonheur. Non, je chante rien dans la le route fleurie. Le Guettari, il détonnait beaucoup à la fin des phrases, hein. Oui. Chantons la route fleurie. Bah moi, je n'aurais qu'une chanson, c'est Allons au Casino de Paris, applaudir Annie Cordy, et on vous embrasse. Je vous fais des gros bisous à tous, hein. À tout de suite, après la pub. Au revoir, merci, au revoir. Ça, c'est l'Internet de Jean. Appuie sur la girafe. Jean a le haut débit 512 de Club Internet pour envoyer des mails et télécharger des fichiers lourds facilement. Appuie sur la girafe. Essaye encore. Du coup, l'Internet de Jean est devenu un vrai jeu d'enfant. Maintenant, chez Club Internet, le haut débit 512 passe à 29,90 € par mois. Abonnez-vous au 3204. Club Internet, l'Internet puissant sous vous. Appelez le 3204, 15 centimes la minute, offre soumise à condition, valable uniquement dans certains départements. 2, 3. Qui crut qu'une crevette crue croquerait une crevette croquante? Qui crut qu'une crevette crue croquerait une crevette croquante? Non. Qui crut qu'une crevette crue croquerait une crevette croquante? Qui crut qu'une crevette crue croquerait une crevette croquante? Pas mal, hein? Entraînez-vous à parler sans compter. Avec les super infinis Noël d'Orange, vos appels sont gratuits et illimités le soir et le week-end vers Orange FX et le forfait Orange World est offert. Série limitée jusqu'au 21 janvier 2004. Conditions au 0800 830 800. Communiquons plus. Orange de France Télécom. Chez But, c'est un Noël de rêve. Mes parents sont très chouettes avec moi. Pour le jour de l'an, j'ai le droit de faire une super teuf avec tous mes copains. La mini chaîne Thomson, changeur 5 CD, 5 heures de musique non-stop. Pendant toute la fête, j'ai pas à m'occuper de la musique. C'est comme un jukebox, un DJ. Suramplification des basses. C'est une véritable boîte de nuit. Enfin, ma chambre surtout. Compatible CDR, CDRW. Je vais faire des compiles de tous mes meilleurs disques et on va s'éclater. Chez But, jusqu'au 24 décembre, pour un Noël de rêve, la mini chaîne Thomson est au juste prix de 149 €. Et le juste prix, c'est But. Le juste prix crée l'événement à Saumur. Votre magasin But a ouvert ses portes le 3 décembre. On va se gêner jusqu'à 18h avec Christine O'Krent, Pierre Bénichou, Stéphane Coquelin, Philippe Vandel, Marianne Sergent.
Allez, entrons dans le vif du sujet avec un débat intéressant. Ça fait quelques jours, évidemment, même si Saddam Hussein, on en reparlera tout à l'heure, a effacé un peu cette actualité-là, il n'en demeure pas moins que depuis jeudi dernier, depuis la remise du rapport Stasi au gouvernement, ces 10 sages qui ont décidé peut-être de résoudre tous les problèmes liés à la laïcité et au port du voile. Et bien, depuis la remise de ce rapport, il y a une nouvelle polémique qui est née, c'est celle autour des jours fériés de l'Aïd el-Kébir et de Kippour. Manifestement, le Premier ministre Jean-Pierre Raffarin, qui doit être un peu au courant de la vie du président, j'imagine, a précédé le discours du président Chirac aujourd'hui en disant que lui, alors là, il était sidéré. Ah oui, il leur a mis un proposition. Ouais. Il a dit, je me demande si les gens de la commission Stasi ont bien réfléchi à ce qu'ils ont fait quand ils ont voulu mettre Kippour et l'Aïd el-Kébir en jour férié. Oui, mais franchement, mettre cette suggestion en avant, alors que c'est un rapport fondamental sur un problème beaucoup plus vaste, c'est dérisoire. C'est dérisoire de ne parler que cette histoire de jours fériés qui n'est jamais, encore une fois, qu'une idée qu'ils avancent comme ça pour dire peut-être serait-ce un signe pour rassurer chaque communauté religieuse sur son appartenance à la vie collective, etc. Mais ce qui est passionnant dans ce rapport, c'est tout le reste. Comme en gros, tout le monde a la flemme d'aller lire ce rapport, que personne n'a lu. C'est tout juste si on a lu la synthèse qu'en ont fait certains journaux, synthèse très complète et avec des commentaires passionnants, parce que c'est un moment de la vie nationale qui est tout à fait crucial. Non, on va se focaliser sur cette histoire de 2 jours fériés. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu la polémique sur le lundi de Pentecôte, et alors ça fait ricaner tout le monde. C'est absolument subalterne, mais subalterne totalement. C'est pas ça l'essentiel. Moi, je trouve que c'est bien pratique, parce que comme il y aura un jour supplémentaire pour les Juifs et un jour supplémentaire pour les Arabes, l'année prochaine, on le surprime, et ça sera pour les vieux Arabes et les vieux Juifs. Ça, c'est très bien. Oui, c'est vrai qu'on s'est intéressé à ça parce que, quand même, il faut bien dire, ça a surpris tout le monde. C'est peut-être pas, effectivement, la meilleure des choses. Mais c'est pas central dans ce rapport. Il commence pas par dire, on veut absolument 2 jours fériés de plus parce que c'est à partir de là qu'on va résoudre tous les problèmes. Vous êtes assez journaliste, Christine, pour savoir. Ça commence mal. Je voulais dire, en d'autres termes, vous êtes une journaliste trop compétente et trop savante pour ne pas savoir qu'il y a toujours dans toute information quelque chose. Tout le monde va au plus précis et au plus personnel à la plus personnelle des choses. Il y a dans ce rapport Stasi, dont j'ai lu l'intégrale, moi-même, excusez-moi, dans Le Monde, qu'il a publié intégralement, ce que vous dites, on a publié. Non, mais ça ne me surprend pas de vous, cher mais j'ai lu ce rapport, et il est vrai que ce qui touche le plus les gens dans leur vie quotidienne, c'est qu'il pourrait y avoir, si on suivait cette recommandation ou cette suggestion simplement, 2 jours fériés qui sont, c'est vrai, c'est peut-être prendre les choses par le petit bout de la lorgnette, mais c'est prendre les choses par le bout où on prend d'habitude, à savoir ce qui concerne les gens dans leur vie de tous les jours. Oui, mais enfin, on peut quand même rappeler, ce n'est jamais vieux que de 3 jours, que cette commission s'est réunie pour étudier le problème à l'école. En fait, ce travail, il a été fait d'abord pour tenter d'apaiser les remous autour du voile à l'école. Donc c'est pas très réussi. Avouez que c'est pas réussi, parce que en inscrivant justement, même si c'est anecdotique, cette proposition de l'Aïd el-Kébir et de Kippour férié, et ben justement, on n'a fait qu'attiser à nouveau les passions plutôt que de calmer les esprits. Encore une fois, c'est une suggestion. Mais pour une raison bien simple, c'est qu'au fond, derrière cette histoire du voile, le débat qui revient sur la scène en France, c'est le débat sur l'identité nationale française. Qu'est-ce qu'être français? Qu'est-ce que se conforme aux lois de la République? Comment on devient un Français? Comment marche la machine à assimiler ou à intégrer? Et au début, forcément, comme on est dans un pays faux cul, on a tous fait semblant de croire que c'était uniquement la question de la laïcité. Or, si la laïcité est en cause, on voit bien avec la proposition sur les jours fériés qu'il y a d'autres questions. Par exemple, la question de la multiconfessionnalité de la France. Est-ce qu'on est prêt aujourd'hui à la reconnaître ou pas? Dans quelle mesure? Et jusqu'à quel point? Et moi, par exemple, je suis farouchement pour. Pourtant, Dieu seul sait. Enfin, je veux même pas Dieu d'ailleurs. Oui, parce que, les mots sont piégés. En tout cas, ma mère seule sait que je ne suis pas un farouche partisan de la défense de toutes les religions. Et ici même, souvent, il m'arrive de m'en moquer. Mais je trouve vraiment que c'est un pas essentiel
pour la France d'arriver à ce que Kippour et l'Aïd soient des jours fériés. Parce que lorsque Kippour et l'Aïd seront des jours fériés, eh bien, il faudra expliquer au petit Jérémy, autant qu'au petit Mouloud et au petit Patrick, pourquoi ces jours-là sont des jours fériés, pourquoi il y a des vacances à Pâques, et à ce moment-là, on aura fait un grand pas, effectivement, vers plus de laïcité, et des gens ne se ressentiront plus des étrangers dans leur propre pays. Sur un plan purement historique, je suis sûr qu'il y a des fêtes païennes et des fêtes catholiques et des fêtes arabes et des fêtes juives qui peuvent se regrouper. Pâques et Vases, par exemple. Ça dépend de la lune, hein. Oui, justement, comme c'est vaste, on va pouvoir le calendrier lunaire. J'irais dire un truc plus important par rapport au voile, parce que je l'ai jamais entendu encore depuis qu'ils se bagarrent, c'est que le voile, nous avons lutté, nous autres femmes françaises, pendant des siècles pour ne pas porter de chapeau, que c'est à partir de la guerre de 14 que les femmes ne se sont plus promenées en cheveux, et quand on était en cheveux, on était une pute, et que donc il y a eu beaucoup de luttes qui s'est organisée autour du fait de pouvoir porter les cheveux libres en France, que cette lutte existe que dans les traditions de la lutte des femmes et qu'il faudrait en parler en classe puisque ça s'adresse en classe. Ça. Et puis il y a une autre chose, c'est que la dernière lutte. Mais ça explique la coiffure de mariage. Mais c'est vrai. Mais la dernière lutte. Eh ben chapeau. La dernière lutte est très récente. Une victoire à quelques exceptions. La dernière lutte est très récente puisqu'elle s'est passée en 33, que c'est en 1933 que les infirmières ont eu le droit de ne plus porter le voile et qu'elles se sont battues les infirmières pour ne plus porter de voile il faut quand même le dire, il faudrait qu'il y ait une étude historique du comportement féminin dans notre société avant de se poser de problèmes de religion. Les femmes ont lutté beaucoup pendant des siècles, elles se sont battues pour avoir les cheveux découverts. Il faut l'apprendre aux petites filles actuellement qui demandent à porter le voile. Voilà. Et c'était à l'époque contre l'emprise prédominante de la religion catholique. Exactement. Mais alors cette religion catholique surtout, merci les athées. Cette religion catholique sur qui tout le monde maintenant tombe à bras raccourcis, les Français ont quand même montré à quel point, en instaurant en 1905 une loi sur la laïcité et en enlevant le Christ des écoles et les curés en même temps, elle a montré à quel point elle était libérale. Elle a montré à quel point la France a montré à quel point elle acceptait des synagogues, elle acceptait des mosquées. Et ça a été une chose formidable. Mais il reste quand même, quand Chirac dit je ne sais pas de quoi on parle, on veut faire un truc d'Aïd El-Kébir, ils disent maintenant, il y en a marre, on est allé trop loin. Donc, c'est très très difficile de savoir si ce refus du voile est simplement une défense de la laïcité, ou c'est que on ne veut pas aller plus loin dans la permission aux autres religions de s'afficher, d'être ostensible, comme ils disent. Mais c'est pas tellement ça. Je crois que c'est le refus, avec la part d'hypocrisie que dénonçait Stéphane, d'admettre la dimension de communauté, et donc c'est ce mot tabou dans le vocabulaire politique français de communautarisme, qui est la version britannique et américaine de l'organisation de ces communautés dans un ensemble national en fonction d'appartenances qui sont tantôt religieuses, tantôt ethniques, etc. Et donc la manière dont très vraisemblablement le président de la République va balayer la suggestion, qui n'est, encore une fois, je le rappelle, qu'une suggestion parmi d'autres, d'établir ces 2 jours fériés en fonction de 2 religions spécifiques, c'est bien évidemment parce que c'est une manière, pense-t-il, de repousser très très loin le communautarisme. Ce en quoi il se trompe, car comme lui, comme vous, j'imagine, je pense que toute communauté engendre le communautarisme et que rien n'est pire que le communautarisme. Et quand on me dit, moi, ah oui, mais c'est le contraire de ce que tu viens de dire. La communauté juive, je ne sais pas ce que ça veut dire. La communauté préfère... Quelle communauté? Je ne sais pas, il n'y a qu'une communauté, c'est la française, moi. Mais ça serait du communautarisme si on disait les juifs ne viendront pas le jour de Kippour, les musulmans ne viendront pas le jour de l'Aïd el-Séguir, et les catholiques ne viendront pas le jour de Noël. Non, on dit tous, vous ne viendrez pas à l'école, vous ne travaillerez pas le jour de la fête, non seulement la vôtre, mais de celle de l'autre. Alors ça, si ça, c'est pas le contraire du communautarisme, le contraire du communautarisme, alors je me demande de si on multiplie les religions, alors les profs sont en congé pendant 4 mois l'été. Il y a un autre truc qu'il faut souligner par rapport au voile qui n'est pas que la laïcité. Hier, à la télé, je ne sais pas si vous avez vu, on a vu une jeune fille avec le voile qui expliquait que il y avait un verset, je ne sais pas quoi, qui disait que une femme qui n'était pas voilée excitait les hommes et qu'en fonction de ça, elle devait se voiler. Il y en a une qui l'a dit hier à la télé. Il ne faut pas croire tout ce qu'on dit à la télé. Et c'est un argument qu'il faut réfuter, c'est l'argument de Coluche quand il voyait une fille en mini-jupe.
jupe, on peut la violer parce qu'elle m'a excité, quoi. Donc c'est ça, il faut que les femmes aient le droit c'est aux hommes de se tenir bien. Exactement. Si ça les excite, ils ont qu'à Non, mais aller. en plus, c'est plutôt le contraire. Si l'évêque était là, il dirait plutôt que c'est une femme voilée qui l'excite. Je ne veux pas parler à la place Non, mais hier, d'Alévêque, c'était ça, la télé, ce qu'elle disait, la petite, qu'elle avait, elle, le voile. Faut pas croire tout ce qu'on dit à la télé. Non, mais le voile, une fois sur deux, quand même, une fois sur deux dans les banlieues, c'est quand même pas, en plus du motif religieux, c'est surtout pour avoir la paix, pour pas se faire traiter de salope et pour pouvoir marcher sur une dalle. Mais c'est vrai. Mais non, mais justement, enfin, quand tu vas toujours, que chaque fois que je marche sur une dalle. Mais justement, il faut qu'ils apprennent à pouvoir se tenir. C'est à ces mecs-là qu'il faut faire une éducation. Mais c'est comme si tu n'as pas le droit de te balader en mini-jupe parce que t'excites quelqu'un, quoi. L'érotisme du cheveu est une chose bien connue. D'ailleurs, dans la religion juive, les juifs orthodoxes rasent leurs femmes et leur mettent une perruque. Rasent leurs femmes, regarde l'expression. Oui, mais c'est elle qui se rase, c'est elle qui se rase, c'est pas les mecs qui rasent leurs femmes. Non, je confirme. Moi qui suis juif orthodoxe, c'est moi qui ai rasé ma femme. Bien sûr, bien sûr. Tu l'as fait le maillot aussi. Alors, il y a comment dire, un prétexte à cela, et parce que une femme qui se marie, son mari ne doit la découvrir qu'au bout d'un certain temps. Ah oui. Les mariages sont arrangés et elle doit être voilée en l'occurrence, non? Pas voilée, mais qu'elle n'ait pas encore la parure des cheveux. Comme ça, on est sûr que c'est pas pour des motifs sexuels, mais pour un profond. Vive la sexualité, de Dieu de foi. Mais bien sûr que je suis contre. Vous êtes contre la sexualité, Pierre? Je suis contre ces pratiques d'un autre âge, ignobles. On va pas leur donner un jour pour se raser. Ça existe pas seulement de la religion musulmane, je veux dire. Ça existe aussi de la religion musulmane. Alors Libé va un peu vite encore une fois, parce que leur titre à Libération ce matin, c'est musulmans et juifs privés de jours fériés. Ben non. Ah ouais, non. Ça, alors ils font fort à chaque fois Libération. Non mais parce que l'important c'est d'être négatif. Donc surtout, ils sont pas privés de jours fériés parce qu'ils les avaient pas. Ils seront privés le jour où on leur enlèvera, mais pour l'instant on leur a pas encore donné. Eh Libération, réveillez-vous. C'est quand même incroyable ce titre encore. Privé de jours fériés. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que cette querelle elle divise assez profondément la droite et la gauche, les familles politiques respectives, les clivages ne se retrouvent pas forcément. Moi, je suis assez choqué quand même par la manière, je voudrais prendre la défense de Nicolas Sarkozy, puisque dans cette affaire, il y a tellement de gens à droite qui rêvent de faire la peau de Nicolas Sarkozy, que dès qu'il a osé parler de discrimination positive, par exemple, l'ensemble des autres, Juppé, Chirac, Fillon, sont montés au créneau pour dire jamais, ce n'est pas convenable, c'est impossible. La France est maladroite, discrimination positive, c'est maladroit. Et dans cette affaire, mais ça c'est toujours l'argument des gens qui sont contre. Et dans l'affaire du voile et des jours fériés, on assiste un peu à la même chose finalement. C'est-à-dire que Chirac et Raffarin se disent il vaut mieux là-dessus tenir notre électorat classique, ne pas les épouvanter. Et on commence déjà à voir des gens, c'était dans l'IB aujourd'hui, les élus du MP en PACA qui disent mon Dieu, si on met un jour férié pour les Juifs, un jour férié pour les Arabes, ça va faire monter le Front National. C'est vrai. Mais non, c'est pas vrai, parce que depuis des années, la France se prive de ce genre de mesures qui, au contraire, sont des vraies mesures d'intégration. Ça n'a pas empêché Le Pen d'être présent au second tour de l'élection présidentielle. Exact. Enfin, à quelques mois des régionales, avouez que c'est dangereux tout de même. Alors, il faut faire quoi? Sarkozy, d'ailleurs, quand il est passé à la télévision, contre cette émission où il a fait un malheur, il a dit cette phrase extraordinaire qui lui a été glissée par un de ses conseillers, c'est sûr, justement pour apaiser le Front National, pour apaiser l'électorat du Front National. Il a dit tous les signes ostentatoires, parce qu'on ne disait pas encore ostensible, on n'avait pas le nouveau mot. On n'était pas obligé de dire ostensible, on pouvait dire ostentatoire, mais pas les petits signes quand même. Et il disait cette phrase qui est sûre, c'est évident que ça lui était passé pendant son conseiller. Il a dit on va quand même pas nous empêcher de mettre notre médaille de baptême pour bien montrer quand même qu'on est français, quoi. Ça est à vomir, messieurs. Supprimons toutes ces conneries-là, il y en a marre. Si on groupait tout le monde avec la Gag Pride, comme ça ferait une vraie fête générale. Ah oui, alors c'est ça, un jour férié pour les PD. Un jour férié, tu sais, un jour férié pour les laïcs, un jour férié pour tout le monde. Les youplas, ils feront tous la fête ensemble. Mais non, mais c'est marrant parce qu'à la fin, je pourrais vraiment plaisanter là-dessus et en même temps, c'est... Mais vous avez assez parlé, Pocrin, parce que franchement, je suis pour la discrimination positive, mais vous avez votre temps dans cette émission. C'est à peu près ça. À propos de ça, moi j'ai été très surpris par un sondage du journal du dimanche. Eh bien, Sarkozy avait eu tard, et les Français sont
sont pour la discrimination positive. Alors, oui, encore faut-il voir comment la question est posée, parce que c'est une notion qui est quand même très abstraite. Hein. Il disait à compétence égale, est-ce que vous êtes prêt à donner un coup de pouce à tel ou tel Non, c'était pas ça. À compétence égale, est-ce que vous êtes capable de donner un coup de pied au cul à l'étranger? Oui, mais on dit pas la discrimination sexuelle pour les femmes. On dit le quota pour les femmes. Il ferait un quota de femmes. Alors on peut demander qu'il y ait un quota de beurre, un quota de black, c'est ce que ça. Mais discrimination positive, c'est comme si tu disais pour qu'il y ait des femmes dans un gouvernement, il faut une discrimination sexuelle. On a fait une loi sur la parité qui est absolument de la discrimination positive. Voilà, mais ça ne s'appelle pas discrimination positive. Ça ne veut pas dire pour autant qu'elle soit appliquée. Comme disait la grande amie de Christine Ockrent et Lanny Lemoine, Françoise Giroud, le féminisme aura triomphé en France le jour où il y aura une femme nulle, une femme incompétente, nommée un poste de responsabilité. Ça, c'est la discrimination positive qu'elle appelait peut-être de ses C'est pas gentil pour Roselyne Bachelot ce que vous venez de dire. Moi, j'ai pris un black nul. Merci, je vous remercie, Laurent, très bien. C'est ça, alors, la vraie discrimination positive. Et une Belge, et même un mec de Canal. C'est vous dire que vraiment, tous les quotas dans cette émission sont respectés. C'est la cour des miracles ici. Et je vous parle pas des pieds noirs. Ouais. J'en ai trop, messieurs, dames, j'en ai trop. Regardez Bénichou qui fait. C'est vrai, t'en as pas un seul de normal. Si, moi, je suis parisienne de 17 générations. T'as vu ta veste? Non. Allez, on va se calmer avec une chanteuse américaine qui, elle, a fait un scandale. Lauryn Hill, ça vous dit sûrement quelque chose. Oui, je connais Lauryn Hill. La chanteuse des Fugees. Voilà. Et elle a... Les Fugees, encore une, tiens. Quoi? Les Fugees. Ah, j'ai cru que les Fugees, ça m'entend embêtant. Vous savez pourquoi ils s'appellent les Fugees, juste comme ça? Parce qu'ils viennent d'Haïti et on les appelle les Refugees. Ah oui? Voilà, parce qu'ils sont réfugiés d'Haïti. Parce que fudge, c'est du caramel. Hein. En plus, ouais. Et entre eux, ils s'appellent ça veut dire les réfugiés, ceux qui viennent d'Haïti. Alors, Lauryn Hill était en concert au Vatican samedi soir. Et là, il y a eu un scandale parce qu'elle est quand même en concert au Vatican, la chanteuse. Et là, devant 7500 invités, elle commence à dire que l'Église devrait se repentir. Elle a estimé effectivement que l'Église catholique était coupable de corruption, d'exploitation. Et elle a dit tout ça au Vatican. Alors, vous imaginez les évêques et tout le reste fou furieux. Il y a quand même pas Jean-Paul. Je sais pas s'il était au concert, Jean-Paul, mais en tout cas, vous imaginez un peu le scandale. Elle est au Vatican en train de faire un concert et elle accuse l'Église catholique. C'est une chanteuse de gospel ou... Pas du tout. C'est une chanteuse de R&B un peu. C'est la chanteuse des Fugees. Je vous propose de l'écouter. Lauryn Hill, mais sans le discours qui suit. Singing my life with his words, killing me softly with his song, killing me softly with his song, telling my whole life with his words, killing me softly with his song. I heard he sang a good song. I heard he had a style. And so I came to see him and listen for a while. And there he was, this young boy, stranger to my eyes, strumming my pain with his fingers, one time, singing my life with his words, two times, killing me softly with this song, killing me softly with this song, telling my whole life with his words, killing me softly.
Lauryn Hill et les Fujis. J'ai la réponse à votre question, Pierre, parce que pendant la chanson, vous me disiez, mais ça se passait où au Vatican? C'est pas au Vatican, un cancer. Un cancer. Un cancer. Un concert. Il est assez malade comme ça. Oh là là. Il est assez malade comme ça. Pour vous. Que Gérard Miller pourrait peut-être expliquer. En tout cas, ce scandale a eu lieu lors du traditionnel concert de Noël organisé par le diocèse de Rome. C'était samedi dernier, 13 décembre, au Vatican. Cette chanceuse d'origine haïtienne, Lauryn Hill, j'ai dit quoi? Cette chanceuse, remarque, elle est aussi chanceuse. Elle est chanceuse, chante au Vatican. Ne me reprenez pas quand j'ai fait exprès de dire chanceuse. Si Gérard Miller était là, il dirait... Autant que Georges Brassens s'est enterré. Je ne vais pas me laisser bénichouiser par vous, hein. Attention, hein. Cette chanceuse d'origine haïtienne, Lauryn Hill, femme de Rohan Marley, le fils de Bob Marley, ça j'ignorais, on apprend ça dans l'article, a dénoncé donc devant 7000 fidèles, cardinaux, évêques, le scandale des prêtres pédophiles aux États-Unis. Et au moment de chanter, elle a déclaré ne pas être là pour célébrer, comme vous, a-t-elle dit, la naissance du Christ, mais pour faire le deuil de sa mort. Dieu a été le témoin de la corruption de ses représentants et des abus du clergé. Vous imaginez, oui, vous imaginez le scandale que ça a pu faire avec tous les évêques devant, les mecs. Ah, trouve que le Vatican pour dire ça. Non, mais c'est extraordinaire. Quelle publicité, on n'en parlerait pas sinon. Non, mais il faut savoir qu'aux États-Unis, il y a eu un énorme scandale qui a duré 2 ans où on s'est quand même aperçu que les 2/3 du clergé catholique, qui est minoritaire aux États-Unis, mais quand même, avaient des conduites extrêmement répréhensibles. Je vous interromps car Monsieur Quid nous attend. Un moment, vous attendez tous. C'est la dernière semaine que nous vivons avec Monsieur Quid. C'est dommage. Vendredi d'abord, il dévoilera son identité. Quel suspense! Et d'ailleurs, les auditeurs s'interrogent toujours. Par exemple, Jérôme m'écrit « Je suis sûr d'avoir raison. Monsieur Quid, c'est Madame Bonaldi. » Non, c'est pas Mme Bonaldi. Ils sont ensemble depuis longtemps. Ils sont ensemble, je crois qu'ils sont ensemble. Vous m'entendez, Monsieur Quid? Oui, je vous entends. Bon. Il est au bord de la mer. Je sais pas où vous êtes là encore, mais... Pas du tout, je suis sur un banc dans la rue, là. Ah bon, parfait. Vous êtes près d'une autoroute, alors? Non, dans le coin de Paris, là, ça c'est sympa, il fait beau. Selon Xavier, un auditeur, lui, il écoute les conseils de sa maman, il dit « Ma maman me dit que Monsieur Quid serait Jean-Claude de Goros. Je ne connais pas ce monsieur, mais comme Pierre Bénichou dit qu'il faut toujours écouter sa maman, je vous envoie cette proposition. » Non, c'est pas moi. Non. Et Martin Vinclair? Non plus. Non plus. Hein, comme il a été vidé d'une radio concurrente, certains auditeurs pensaient qu'on l'avait récupéré. Eh bien, il faudra patienter jusque vendredi pour savoir qui est Monsieur Quid. En attendant, je vous ai demandé de réfléchir un peu, enfin réfléchir, n'en demandons pas trop, Monsieur Quid. En tout cas, de consulter votre encyclopédie préférée pour nous parler de handball, puisque quand même, les filles ont été formidables ce week-end. Elles ont obtenu leur premier titre de championne du monde de handball. Premier titre d'ailleurs d'une équipe féminine en sport collectif. Il faut les saluer. Je crois même que l'entraîneur a pleuré hier lors du petit discours qu'il a fait devant les autorités pour remercier ses joueuses. Il s'est mis à craquer, à pleurer, alors que normalement c'est un dur de dur. Et c'était assez émouvant tout ça. Mais est-ce qu'on connaît bien le handball? Eh bien, je crois pas tant que ça finalement, parce que c'est pas assez diffusé à la télé. Dites-nous en plus, Monsieur Quid. Alors j'ai trouvé effectivement du handball dans le Quid. Donc j'ai trouvé d'où le nom venait, déjà, mais enfin sans doute un petit peu, ça vient de l'allemand hand, qui veut dire main, et ball, qui veut dire balle. Et voilà pourquoi on dit balle et pas ball, hein, évidemment, parce que ça vient d'Allemagne. Donc handball, qui est la consonance germanique, et non pas handball, qui aurait été la consonance anglaise, puisque c'est un jeu germanique. C'est effectivement l'allemand Karl Schellens qui a adopté le jeu qui s'appelait la balle au but, à laquelle jouaient d'ailleurs déjà les femmes en 1915, tout ça c'est dans le Quid, pour créer le handball. À l'origine, il y a aussi le Hasena tchèque, le handball de danois et la balle au but donc allemande. Et ça se jouait à 11 à l'époque. Jusqu'en 1959, ça s'est joué à 11. En 1925, c'est apparu en France. La Fédération internationale du handball est en 1928 toujours à 11. Et il y a eu aux Jeux olympiques du handball à 11, aux Jeux olympiques en 1936, pardon. Mais pendant ce temps-là, toujours dans le Quid, j'ai trouvé que pour des raisons climatiques, dans les pays scandinaves, on jouait au handball à 7 en salle. Donc à 7, j'imagine, à cause de la taille tout simplement des salles. À 7, là, il y a le cimetière marin. Et donc, finalement, en 1959, il y a la disparition du handball à 11 et l'apparition donc du handball à 7
qui est devenu la règle. C'est pas long un match de handball. Moi je pensais que c'était plus long que ça. Je m'aperçois de ça là dans le quiz. Je croyais que ça durait plus longtemps. C'est 2 mi-temps de 30 minutes avec une pause de 10 minutes. Enfin pour les seniors. Hein. 2 mi-temps de 30 minutes, c'est moins que le foot. Hein. Oui, exactement. Je peux vous donner les règles un petit peu, en vitesse. Hein. Alors, le jeu consiste à marquer le plus de buts possible. Pourquoi vous rigolez? Il y a quelqu'un qui vous chatouille, monsieur? Non, ça me fait marrer la règle, c'est tout. Le jeu consiste à marquer le plus de buts possible en envoyant à la main le ballon dans le but adverse. Oui, jusque-là, c'est bien. Non, mais ça me fait rire quand même. Alors ça, j'aurais jamais cru. Oui, je suis de bonne humeur ce matin. Pour jouer, il faut pas faire plus de 3 pas avec le ballon. Attention, il faut pas le toucher avec la jambe ou avec le pied, sinon il y a un jet franc. Et donc cette fameuse règle que personne ne comprend bien avec le handball, un attaquant qui pénètre dans la surface de but adverse, il commet une faute, hein, donc ça marche pas, le but est annulé s'il marque. Mais alors on peut sauter au-dessus de la surface de but, donc cette espèce de grande surface marquée par un demi-cercle, on peut sauter au-dessus et marquer un but si on lâche le ballon avant de reprendre contact avec le sol. C'est ça, c'est-à-dire qu'on les voit en fait se jeter au-dessus de la fameuse zone, balancer le ballon et après ils peuvent s'écraser la gueule, ça c'est pas grave. Ils arrivent à 10 cm du but, là ils balancent un boulet que le gardien, malgré ses dimensions invraisemblables, n'arrête en général pas. Et voilà. Il y a 2 arbitres pour un match. Voilà, ça aussi je peux vous dire. Et maintenant, je peux vous donner, qu'est-ce que vous voulez savoir encore? Quelques références sur les championnats du monde? C'est déjà pas mal. C'est la première fois, vous me confirmez, qu'une équipe femme remporte un championnat du monde. Absolument. Ils étaient très bien placés. J'ai trouvé en 99, où ils étaient seconds donc au championnat du monde. Autrement, pas trop bien placés les dames. Mais les messieurs, par contre, ont gagné en 95 et en 2001. Hein, ils sont 3e en 2003. C'est la gardienne de l'équipe de France qui a particulièrement bien joué. Il faudrait peut-être la saluer plus particulièrement parce que je crois que vraiment on lui doit cette victoire à la gardienne de l'équipe de hand. Je crois qu'elle s'appelle Valérie. J'ai oublié son prénom d'un seul coup, mais en tout cas, elle a été particulièrement brillante. Et c'est vrai que contre les Ukrainiennes et contre les Russes, fallait le faire parce que c'était des vrais morceaux, hein, les filles. Hein. Voilà, donc des morceaux, mais quand même des femmes. Laurent, je vous apprends d'ailleurs. Non, parce qu'il y a des contrôles de féminité, ça, je vais vous dire juste ça pour finir, si vous voulez. Avant, on faisait des tests à partir d'un frottis de la muqueuse buccale, je vous rassure, à partir de 68 aux Jeux Olympiques de Grenoble. Mais depuis 92, on utilise la génétique moléculaire pour analyser l'ADN amplifié et rechercher les gènes sur le chromosome Y1. Donc, pour s'assurer que toutes ces participantes au handball et aux autres sports olympiques soient bien des femmes. Vous me permettez de dire un souvenir personnel sur le handball? Je vous en prie. C'est que j'étais au lycée, comment un homme peut changer l'avenir, une personnalité, une individualité, comme on dit en sport, peut changer l'avenir d'un sport. J'étais au lycée Condorcet dans les années 50. Et on jouait tous au foot, et il y avait dans la salle de sport des mecs qui jouaient au handball. Et ça faisait rigoler, c'était ballon prisonnier pour nous. Et il y a un type qui s'appelait Goupil, qui avait 1 an ou 2 de plus que moi, et qui était au lycée Condorcet, et qui est devenu, d'abord qui était un génial sportif, mais surtout il s'est spécialisé dans ce sport. Pourquoi? Puisque c'était un sport qui n'avait pas grand intérêt. Il est devenu capitaine de l'équipe de France, et c'est à partir de ce Goupil que je le tutoyais? Oui. Bon. Pour te dire. Eh bien, que le handball est devenu un sport important en France. Je veux dire, c'est lui qui a lancé le handball en France parce qu'il jouait mieux à la balle à la main que les autres copains. Et c'est grâce à lui que ce handball. Je vais recevoir quelques emails de Georges Brassens, sûrement, mais je suis persuadé de ce que je dis parce que je m'en souvenais et c'est un type, je sais pas ce qui est devenu Goupil, si tu m'entends. Bon. Goupil, ami de Pierre Bénichou et créateur du handball. Le handball vous doit tout, Pierre, en fait. Non, c'est à lui. Si, il faut le dire. On remercie Monsieur Quid, on se retrouve après le flash de 17h, on est en retard, à tout de suite. Riverdance, 41 danseurs, 14 chanteurs et musiciens éblouissants de beauté et d'énergie. Riverdance The Show, le spectacle original qui a révélé au monde entier la danse irlandaise. Riverdance, un spectacle européen avec France 2, à Paris-Bercy et en tournée française à partir du 12 février 2004. Réservation dès maintenant dans les points de vente habituels. T'aurais pas vu mes chaussons? Comme d'habitude, sous ton fauteuil. Oui, mais il est où mon fauteuil? Sur le palier avec tes chaussons. Adieu. Ne me parle pas sur ce ton. Cette semaine, un Public revient sur les petites tensions entre Olivier le Bachelor et Alexandra. Parce que dans Public, tout est public. Public, le premier magazine People qui donne aussi les programmes télé. Tous les lundis, 1,20 € seulement. Elle a 2 passions, la musique et les loups. Les éditions Robert Laffont présentent Variations sauvages, le livre d'Hélène Grimaud.
Enfant prodige, rebelle absolue, pianiste virtuose, Hélène Grimaud a toujours été différente. Dans son livre, pour la première fois, cette femme exceptionnelle se raconte et dit son amour pour la musique, sa fascination pour les loups, ces animaux qui lui ont appris la liberté. Variation sauvage d'Hélène Grimaud, la révélation d'une personnalité unique. Un livre Robert Laffont. Pendant des années, elle a partagé votre vie. Vous étiez si bien avec elle que vous pouviez rester des heures à la regarder et l'écouter. Aujourd'hui, elle s'est éteinte et vous êtes bouleversé. C'est humain. Mais songez à tout ce que vous n'aimiez plus chez elle, son physique imposant, son poids, son âge, son allure un peu ringarde. Aujourd'hui, vous rêvez d'une autre, mince, belle, moderne. Quoi de plus humain? La télé est morte. Vive les écrans plats. Son, images, ménager, multimédia. Connexion. L'erreur, c'est d'aller ailleurs. Connexion.fr. Europe 1, il est 17h, les informations présentées par Astrid Barr. La légionellose fait une 3e victime dans le Pas-de-Calais. Un homme de 80 ans est décédé. 2 autres habitants de Lens ont déjà succombé à la maladie. Elle a touché 24 personnes depuis une quinzaine de jours. 2 nouveaux cas ont été décelés. Un homme de 46 ans qui habite à Lens et une femme de 83 ans qui vit à Fouquier-les-Lens sont également atteints de la maladie. Les 24 personnes malades vivaient toutes dans un rayon de moins de 10 km autour de Lens. On ignore pour l'instant l'origine de cette épidémie de légionellose. Plus de 70 personnes répertoriées dans les milieux pédophiles sont ce soir en garde à vue. Elles ont été arrêtées lors de la plus grande opération jamais effectuée dans les milieux pédophiles, et ce dans le cadre de l'enquête sur la disparition d'Estelle Mouzin il y a presque un an à Guermantes en Seine-et-Marne. Ce matin à l'aube, 83 personnes étaient visées. Dès l'aube, les 450 policiers mobilisés sont allés les interpeller et perquisitionner leur domicile. Les enquêteurs cherchent à connaître l'emploi du temps de toutes ces personnes pour le 9 janvier dernier, jour de la disparition d'Estelle. La police judiciaire a finalement remis la main sur un meurtrier présumé, considéré comme dangereux, qui s'est échappé des locaux de la police judiciaire jeudi à Lille. Il a été retrouvé à la mi-journée en plein centre-ville. Cet homme de 45 ans est soupçonné du meurtre d'une femme. Ce suspect devrait être présenté dans les prochaines heures au juge chargé de l'instruction. Amende record pour le capitaine d'un bateau, 200 000 € pour un dégazage sauvage. L'été dernier, le capitaine d'un cargo bulgare a vidé ses soutes au large de l'île d'Oléron. Le bateau a laissé derrière lui une nappe d'hydrocarbures de 5 km de long. Le prévenu devra également verser 3 000 € à 5 associations de protection de la nature qui s'étaient constituées partie civile. Les marchés financiers et la tendance restent incertaines à une demi-heure de la clôture, Pierre Fay. Oui, l'indice CAC 40 repère maintenant 0,2% à 3 483 points. C'est hésitant à Wall Street malgré la publication de statistiques rassurantes concernant la production industrielle. Mais les déficits courants des États-Unis restent à des niveaux jugés préoccupants. Le Dow Jones gagne 0,4%, mais le Nasdaq cède 0,5%. L'euro résiste à 1,2318 $. La principale info du jour, c'est l'avertissement de Capgemini sur ses résultats. Le chiffre d'affaires et la marge du groupe de services informatiques seront inférieurs aux attentes au second semestre. L'action chute de 13,6%. Thomson perd 3,9% et EADS 3,2%. Ubisoft chute de 7,5%. Les nouveaux jeux de l'éditeur de logiciels ne semblent toujours pas trouver leur public en Grande-Bretagne. À la hausse a signalé Eurotunnel plus 3,3% et Veolia plus 1,1%. Les courses cet après-midi à Vincennes dans la 3e tous courue. Premier le 9, 3,10 et 1,70. Deuxième l'As, 4,10. Troisième le 10, 10,20. Dans la 4e tous courue, premier le 10, placé 2,30. Deuxième le 8, 2,10 et troisième le 5, 2,30. 17h03 sur Europe 1. Très bon après-midi. Dans un instant, on retrouve Laurent Ruquier. Bon, on lui offre quoi pour Noël? Moi, je verrais bien un DVD. Oh, plutôt un truc pour son appart, non? Ou alors un pull sympa. Et si on lui offrait des chèques cadeaux Cadeos? Comme ça, il pourra choisir ce qu'il veut, où il veut. À la Fnac, au printemps, à la Redoute, chez Conforama. Vous imaginez? Ah oui, des chèques cadeaux Cadeos. Mais ça s'achète où? À la Fnac et Fnac Junior, au printemps, chez Conforama, à la Redoute et ses relais colis, chez Verbaudet. Retrouvez les chèques cadeaux Cadeos dans plus de 3000 points de vente. Chèques cadeaux Cadeos. Salut, c'est encore le lutin lèche-botte du Père Noël. À propos de Bouygues Télécom, je suis avec le patron et là ça va saigner. Alors lèche-botte, où sont-ils ces cadeaux dans les cadeaux? Ici patron, regardez, j'ouvre un paquet au hasard, un forfait intégral, avec le meilleur des services et l'accès immode inclus. Oh. Et juste derrière, un deuxième cadeau, sans SMS. Bravo. Ah bon? Oh merci patron, et j'essaie de faire de mon mieux pour l'entreprise. Pour Noël, Bouygues Télécom met des cadeaux dans vos cadeaux. Forfait de 12 mois, conditions en magasin.
Lambert, puis-je savoir ce que vous faites avec votre PC dans les bras? Ah mais monsieur le président, c'est vous qui m'avez demandé de vous suivre avec tous mes dossiers. Visiblement, Lambert ne connaît pas le portable IBM ThinkPad G40. Dommage, car pour 1 290 € hors taxe, il offre tout le confort d'un PC et la puissance du processeur Intel Pentium 4. La mobilité en plus. Et jusqu'à fin décembre, IBM double votre mémoire. Contactez votre revendeur IBM ou le 0810 003 810. Offre réservée aux entreprises chez les revendeurs participants. On va se gêner jusqu'à 18h avec Christine O'Krent, Pierre Bénichou, Stéphane Poquelin, Philippe Vandel, Marianne Sergent. On va continuer à commenter l'actualité ensemble. Oh, il y a quelque chose d'assez étonnant dans l'actu, c'est ce joueur-là. Je connais pas d'ailleurs, un joueur de football, mais manifestement à la retraite, un Irlandais, Tony Cascarino. Cascarino, grand avant-centre. Ah ouais, Il était avant-centre. incroyable, Cascarino. C'est un des rares avant-centres qui jouait très vieux. Enfin, pour un avant-centre. Il a joué qui jouait jusqu'à à 37 ans, je crois. Ouais, ce qui est vieux pour un attaquant. Et il a joué à Marseille, manifestement. Oui. Parce qu'aujourd'hui, il raconte que Bernard Tapie le piquait. Il a fait doper. Voilà, il a 41 ans aujourd'hui. Il dit que Bernard Tapie se réjouissait même de voir les joueurs recevoir une injection. Tapie jubilait lorsqu'un nouveau joueur était sur le point de recevoir sa première piqûre et que maillot relevé, il attendait que le pistolet doté de 20 seringues soit appliqué sur le bas de son dos. Je me raccroche à l'espoir que c'était légal, mais je suis sûr à 99% que ce n'était pas le cas. Quel que fût le produit, mes performances, en tout cas, s'étaient vite améliorées, dit le joueur. C'est pas un véritable secret. Hein. Ouais. Ça a été raconté déjà dans les journaux que les joueurs de l'OM étaient piqués à la mi-temps. Et je me souviens plus quel dirigeant de l'OM avait dit oui, mais en même temps, c'était un mélange de glucose et quelque chose de tout à fait légal. Moi, ça m'a déjà été raconté par des joueurs. Ouais. Tout ça n'a aucun sens, dit d'ailleurs Bernard Tapie. Cascarino, j'ai dû le croiser 2 fois dans ma vie de dirigeant. Voilà. Merci, de dos. Une fois, il avait le coton, une fois, il avait l'alcool à 90 pour nettoyer. En même temps, je peux comprendre la colère de Tapie parce qu'il se réveille un peu tard, le type là, 41 ans. Pourquoi il balance ça? On l'avait peut-être trop piqué. Il y a 2 choses différentes parce que si ce qu'il dit est vrai, il est jamais trop tard pour dire le vrai. Vu les pressions qu'il y a dans le milieu du monde professionnel, on peut comprendre que le gars attend de ne plus être vraiment dans le métier pour parler. Par contre, si c'est faux, c'est absolument terrible parce que c'est peut-être le gars qui est juste en mal de pub, qui balance un truc qu'il a vendu à la presse anglaise, peut-être pour faire quelques menus monnaies, et donc c'est absolument indémêlable. Je crois que Tapie a piqué beaucoup de trucs dans sa vie, mais je crois pas que ce soit je crois pas que ce soit les miches des avant-centres quand même. Bon, alors on passe à autre chose. La Tour Eiffel qui va être en rouge pour le Nouvel An chinois. En effet, notre monument le plus... Encore un jour férié. Ben oui, le 24 janvier. Tiens, voilà, tous les petits Chinois devraient avoir le droit à un jour férié le 24 janvier prochain, à l'occasion du Nouvel An chinois. Et la Tour Eiffel sera baignée d'une lumière écarlate. Il y aura un jeu de projecteurs extérieurs. Et il y aura même un défilé. Le Nouvel An chinois sera sur les Champs-Élysées l'année prochaine. Pourquoi? Parce que... Avec les dissidents en tête et oui, parce que c'est... les écrivains interdits. C'est l'année France-Chine. Voilà, Paris célèbre... Avec Wei Jingsheng en tête, mais Deng Xiaoping en fin de cortège. Ouais, non mais écoutez, voilà, effectivement, le président Hu Jintao sera à Paris en janvier. On va célébrer effectivement le Nouvel An en sa compagnie. Et il y aura des chars sur la place Tiananmen ou pas? Excusez-moi, c'est les Champs-Élysées, je confonds. Oh, mais vous pensez toujours qu'à mal, vous. Oh là là. Vous voyez... En tout cas, question décoration, moi je suis passé rue de la Paix tout à l'heure. Quand même, la rue de la Paix, elle vaut cher dans le Monopoly. C'est une belle rue normalement. C'est vrai. Eh bien, il y a le magasin L'Oréal qui nous disent que c'est les gens les plus riches du monde, L'Oréal, et puis qu'on le vaut bien et tout ça. Il n'y a pas une petite lumière de prise-vue, il n'y a rien, il n'y a que dalle, c'est une honte. Des gens qui n'arrêtent pas de nous dire qu'ils ont plein de pognon, qui sont les plus riches du monde, ils nous mettent même pas une petite parce décoration. Parce qu'ils s'en foutent de Noël, ils vont faire pour l'Aïd el-Kébir, pour Kippour. Moi, c'est un des trucs qui m'exaspère quand je me promène dans Paris. Vous voyez les très très beaux immeubles avec 3,50 m de hauteur sous plafond, des mourures, des dorures, etc. Ouais. Enfin, là où on habite, quoi, oui, c'est racheté. Là où on habite. Je pense pas que toi, tu vois pourquoi. Il y a une pression immobilière terrible. Ils ont chassé les familles de Français pour faire de la spéculation. Pour mettre des métèques. Le truc qui m'écœure toujours, je veux dire ce qui m'écœure toujours, non, pour en faire des bureaux. Et ce qui m'écœure toujours, c'est que ça vaut 100 000 francs le mètre carré. Eh bien, c'est éclairé par des néons, on peut faire des économies. Ah oui. Et je me dis toujours, mais qu'est-ce que c'est radin, qu'est-ce que c'est mesquin. Quand on a un truc comme ça avec des plafonds historiques et classés. Ah non, Canal, c'était pas comme ça. Hein. Ah bah, Canal, l'argent, il était par terre, c'était tapissé de bifetons partout. Donc, non, c'est pas vrai, il paraît que c'était tapissé de bifetons, mais seulement pendant 10 minutes, parce que vous les ramassiez drôlement.
Pas que vous les ramassiez avec les dents, même. Ça ramassait. Dépolluez votre maison, puisqu'on parle des appartements. Attention à votre intérieur. Là encore, une question d'environnement. Je me tourne vers vous, mon cher Stéphane Pocrin. C'est bien beau de parler écologie dans la rue, mais pensez-vous à la pollution chez vous? Est-ce que vous aérez régulièrement votre appartement? Parce que c'est la première des choses que l'on doit faire, et on ne le fait pas suffisamment, paraît-il. Aérer. Ouvrez vos fenêtres, les Français. Ouvrez vos fenêtres à l'air pollué à l'extérieur. Mais c'est tout à fait logique. 2 fois par jour, même si ça ne dure que 5 minutes, on doit ouvrir toutes ces fenêtres 2 fois par jour. Voilà. Ne pas faire comme à Montréal. Bah, à Montréal, ils ont une pollution interne terrible avec tous les Acadiens qu'il y a. Oh là 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 là. C'est vrai, ce n'est pas faux. Fumez moins. Découvrez votre lit, ça aussi très Bien important. sûr, faut se- Rien que dans votre oreiller sommeillent parfois des millions d'acariens. Et oui, sitôt levé, trop de gens ont le mauvais réflexe. J'adore comment c'est écrit. Ils ont dit ils sommeillent. Oui, oui. Comme c'est le lit, ils imaginent que les acariens aussi ils dorment. Eh oui, exactement. Ils sommeillent, les acariens sont là. Oh non, je veux dormir encore un peu. Ce qui est intéressant, c'est la suite. On voudrait voir si c'est votre cas. Sitôt levé, trop de Français ont le mauvais réflexe de recouvrir le lit tout de suite avec la couette. Mieux vaut un lit mal fait, mais qui respire un peu. Voilà, Pierre. Mais bien sûr. Mais quelle vulgarité, se lever et tout de suite recouvrir, mais pas du tout. Ça Ah, dépend bah, si vous laissez quelqu'un dedans. Vous mais me non, connaissez. mais pas du tout. Ah non, mais moi pas du tout. Même si ma femme dort encore, je fais debout, chérie, c'est l'heure. J'ouvre les volets, j'ouvre la fenêtre, 5 Surtout minutes. que les voisins Ok, qui regardent c'est ce ta que femme. je fais, moi, c'est vrai. Le premier réflexe, je me lève, même s'il y a encore quelqu'un dans le plumard, j'ouvre la fenêtre grand. Je trouve que c'est bien, ça fait un peu d'air, il faut le matin respirer, il faut... Moi, je dors toujours la fenêtre ouverte, alors. C'est vrai. Ah ouais. Même Mais je suis à la l'hiver. campagne, moi. Ah oui, même l'hiver, avec la couette et le bonhomme à côté, c'est super. À cause de la laine. Non, moi, j'ouvrais toujours la fenêtre, mais les voisins d'en face se sont plaints à cause de l'odeur. Mais ils étaient contents à cause de la vue. Pierre, vraiment, fait Un n'importe quoi. type dont la chambre purait tellement que quand il ouvre sa fenêtre, les gens dans la rue s'écroutent. Bon, enfin, non, mais c'est important d'aérer, voilà, il faut le dire, le Oui, Parisien il faut aérer. consacre Mais tout- non, c'est contradictoire, Je comme sens- l'a dit la grande Christine O'Krent. Oh là là. La grande Christine l'a Oh là là. dit. On ne peut pas nous dire que toute la pollution est à l'extérieur et dire ouvrez votre chambre pour que ce soit moins Mais si, pollué. parce que de toute manière, il faut renouveler l'air qu'il y a chez toi. Quoi que tu Oh fasses, non, moi, il faut je renouveler l'air. renouve à Noël, à l'Aïd el-Kébir et à Kippour. 3 fois par an, besoin, pas besoin, j'ouvre les fenêtres. Ah, moi, c'est comme ça. L'homme le plus vieux du monde est irlandais. C'est pas moi, en tout cas. On a sa photo ce matin, là, dans le Parisien. Ah non, il n'est pas irlandais, il est espagnol. Pourquoi je vous dis irlandais, moi? Espagnol, il habite Minorque. Il se nomme Juan Ruidavet Moll. C'est un ancien Il cordonnier. est pas bon. Il est né en anglais, mais il est pas bon en espagnol non plus. Hein. Non, c'est pas mal. Non, à mon avis, c'est un nom catalan en plus. Juan, J-O-A-N, ça se dit Juan. Juan Ruidavet Moll. Voilà. Moll, c'est Avec quel catalan. Ah, mais bougie forcément, devant Il doit l'avoir molle, là. Il est parent avec les couilles. Forcément. Ruidabet ou Ruidabet? À 114 ans, c'est sûr que Moll, ça va de soi. Alors, cet ancien cordonnier, fils de cordonnier, est né au Baléares le 15 décembre 1889. En fait, en même temps que la Tour Eiffel, non? Ouais. Ah, c'est ouais, ça, voilà. Et Il a- là, on va le mettre en rouge. En 89, on a commencé Je vais à appeler procéder. en chinois. Laurent, c'est l'homme le plus vieux du monde ou est-ce que c'est l'être humain le plus vieux du monde? Parce que les femmes vivent plus vieilles que les hommes. Ah, c'est l'être humain, c'est l'homme, mais pas l'être humain. Il y a des femmes plus vieilles que lui. D'accord, c'est l'homme. Et sa femme à lui, d'ailleurs, est décédée en 1979. Ça lui fait quand même un bon temps de bon, hein. Ah ouais. Je veux dire, depuis 79, il est tranquille, pépère. Ah, il se fait pas emmerder avec la couette, j'ouvre les volets le matin. Non, c'est... Voilà, c'est en famille qu'il va faire la fête aux côtés de ses 2 frères. Perico, 103 ans. Péricochin C'est le frère. On est compte un peu quelle famille, les 3 frères sont encore vivants. Perico, 103 ans et Joseph, 97 ans. C'est pas génial, ça? Ouais, mais le Joseph, il est chiant avec ses trains électriques. Ah oui, mais Il est emmerdant, le gamin. Et alors, toi, c'est pas parce que t'as 97 ans qu'il faut déchirer ta barboteuse, espèce de salaud. non, mais c'est vrai, il est chiant. Il veut toujours mettre les dessins animés, le petit. Mais oui, oh, il est chiant. Alors évidemment, à chaque fois qu'on a... Il est nul à l'école, hein. Il passera pas en 10e. Hein. Non, non, non. Évidemment, à chaque fois qu'on a un cas comme ça, la doyenne ou le doyen, là il s'agit du doyen, on lui demande alors quel est votre secret de longévité? Ça, c'est En général, il dit je fume une cigarette tous les 2 jours.
Non, lui, il dort 15 heures par jour. Ah ouais, tu penses. Ah, ça quand même... Ah bah c'est sûr, si le mec il a jamais rien foutu de sa vie, c'est sûr que ça prolonge. Oh, un cordonnier, il a bossé quand même. Il vit aussi au Baléares. À Minorque, on est pieds nus. Il ne boit pas d'alcool, pas de café, sauf dans les grandes occasions. À chaque anniversaire, ça fait beaucoup quand même. Ouais. J'ai fumé un peu, mais j'ai arrêté avant 30 ans. Voilà. Sachez que l'humanité, pour répondre à votre question Stéphane Poquelin, l'humanité, le monde, compte aujourd'hui environ 40 personnes âgées de plus de 110 ans, dont seulement 4 hommes sur les 40. 36 femmes pour 4 hommes de plus de 110 ans. Vous avez la réponse à votre question, mon cher Stéphane. Qu'est-ce qu'il y a, Pierre? Pourquoi vous chantez dans ce coup? Il tripote son paquet de cigarettes. Non, je pensais à la chanson de Léo Ferré où il dit tu meurs, moi pas, quand je mourirai, tout sera changé. Je sais pas, tout le monde dit comme ça, puis je vous emmerde. Mais soyez poli, Non, j'en ai marre, Mais non, et quand il arrive en blouson... J'ai pas avalé ce cimetière marin. Pour les auditeurs qui nous auraient rejoints, quand même, il faut leur expliquer. Ils avaient qu'à être à l'heure, puis c'est tout. Qu'en début d'émission, les auditeurs sont tombés à bras raccourcis sur Pierre Bénichou, qui était persuadé que Georges Brassens était inhumé dans le cimetière marin de Sète. Or, Georges Brassens est inhumé dans le cimetière des pauvres à Sète, le cimetière Le Py, le cimetière de la banlieue sétoise, mon cher Pierre. Mais ce n'est pas un cimetière de riches, le cimetière marin, c'est justement ce qu'il y a de beau dans le cimetière marin, je suis allé plusieurs fois, c'est que c'est quelque chose d'accroché au flanc de cette petite colline où on voit toute la mer. Midi le juste, il compose de feu la mer toujours recommencée. Oh, récompense après une pensée quand l'on regarde sur le calme des dieux. Oui, monsieur, mais c'est complet. Pardon. Puisqu'on parle de cimetière, il va falloir trouver un cimetière marin pour Willy. Hein, j'en ai parlé ce matin. Keiko. On est tellement triste. Keiko, de son vrai nom, l'orque de Sauvé Willy, morte à 27 ans d'une pneumonie. Cette orque qui avait retrouvé ses mers, ses eaux de l'Islande et de Norvège. Eh bien, elle est morte. a pris froid. Ouais, elle a pris froid. Vous savez que tout le monde dit, au lieu de dire une orque, les gens disent un orque parce qu'ils se trompent avec, on dit un orgue. Quelle barbarie. Et une orque. C'est drôle, hein? Écoutez, en tout cas, il faut penser à sa dépouille. On ne sait pas trop quoi en faire. Qu'est-ce qu'il était comme animal? Dauphin, lui? Orque. C'est assez. Ah oui, c'est assez, dit la baleine. Mais, ça. Oh là là, on vient de faire un festival des plus mauvais jeux de mots possibles sur le sujet. Je les ai fait déjà tous ce matin en plus. Alors, franchement, Pierre, si vous en trouvez un que je n'ai pas fait. Pierre, il faut écouter la radio le matin. Sur l'orque. J'écoute le matin la radio. D'ailleurs, j'ai écouté un truc absolument formidable ce matin sur Europe. Je dis, c'est un pléonasme, la radio ou Europe. Sur Europe. J'ai écouté ce matin un truc qui n'avait pas laissé de m'interpeller, comme on dit, et qui était à propos de quoi, déjà? Un truc très amusant. Je ne sais pas, je vous dirai. C'est intéressant, ça, pour l'intervention. Non, mais il y a des jeux de mots. On était suspendus. Moi, j'ai trouvé d'autres jeux de mots que vous auriez pu mettre dans votre chronique. Ah oui? Je ne sais pas si vous les auriez mis, parce que vous les auriez peut-être trouvés un peu mauvais. Par exemple, c'est vrai que maintenant que cet orque est mort, ça va être difficile d'avoir l'heure, parce qu'on n'aura plus de montre Keiko à quartz. Ah oui, j'avais pensé ça, j'ai renoncé. Oui, je comprends. Je comprends en même temps. J'ai renoncé à cet orque-là, vous voyez. J'avais fait un effort pourtant pour répondre à votre question. Enfin, Willy n'a pas été sauvé, et c'est vrai que on cherche. C'est vieux ou pas, 27 ans? Non, les orques normalement vivent 35 ans. Mais cet orque-là, évidemment, avait vécu en captivité avant d'être relâché dans la nature. Et l'orque avait été capturé en 19... Je sais tout sur Willy maintenant. Avait été capturé en 79. C'était un orque sauvage, en fait. C'était un orque de barbarie. C'était une orque. Il l'a refait, mon Dieu. Stéphane l'a déjà fait. Et si vous dites que Chirac a envoyé un message de condoléances à Björk, vous avez fait la totale, mais on continuera après une chanson de Dido, meilleure vente du moment, Life for When. I haven't ever really found a place that I call home. I never stick around quite long enough to make it. I apologize once again, I'm not in love. But it's not as if I mind that your heart ain't exactly breaking. It's just a thought, only a thought. But if my life is for rent and I don't learn to buy, well, I deserve nothing more than I get, 'cause nothing I have is truly mine. Oh,
don't learn to buy. Well, I deserve nothing more than I get. Daido, une des meilleures ventes d'albums du moment, avec le nouvel album de Mathieu Chédid, qui est à conseiller. Je l'ai écouté en entier. Il est vachement bien. C'est vraiment bon. Il est vraiment doué, ce gamin. Qu'est-ce qu'il est fort, on dirait Beck. Ah ouais. Il est tellement malin. Chaque On dirait morceau- qui, vous avez dit? Beck. Le petit américain qui est si génial, qui fait chaque disque différent du précédent, qui est producteur, arrangeur, musicien. Enfin, il est extrêmement doué. Ah oui, Ce- Beck. ce petit Ah, Beck. Jeff. Mais alors pourquoi on n'écoute pas Chédid? C'est une bonne question. Ce sera pour demain. On se retrouve après la pub pour parler de Saddam Hussein, évidemment. Fox. Qu'est-ce que vous avez à marcher plié en deux? J'ai pris des photos au réveillon chez mes neveux. Debout pour prendre le sapin, baissé pour prendre les enfants, paf, je suis resté coincé. Ah oui? Chez Fox, vous auriez pu acheter le numérique Nikon Coolpix SQ avec son objectif rotatif. Vous auriez pu me le dire de passer chez Fox. En même temps, ça vous va bien d'être plié en deux. Ça vous donne une allure. Pour Noël, le Nikon Coolpix SQ est à 349 € au lieu de 449 €. Fox, 500 spécialistes à votre service. À découvrir sur phox.fr. Chez Fox, ils ont l'œil. Ça, c'est l'Internet de Claudine. Claudine a le haut débit 512 de Club Internet pour télécharger facilement des photos et de la musique. C'est pour ça que l'Internet de Claudine est aussi pittoresque. Maintenant, chez Club Internet, le prix du haut débit 512 passe à 29,90 € par mois, avec en plus le premier mois d'abonnement offert, les frais de mise en service et le modem gratuit. Abonnez-vous au 3204. Club Internet, l'Internet puissant sous vous. Appelez le 3204, 15 centimes la minute, offre soumise à condition, valable uniquement dans certains départements. Chez But, c'est un Noël de rêve. Je suis passionné de cinéma et il y a des films que j'adore qui n'existent pas en DVD. Le combiné magnétoscope VHS lecteur DVD Philips. Et en même temps, ça me permet de profiter de cette nouvelle technologie. Enregistreur 4 têtes, son stéréo Nicam, lecteur DVD tout format. La qualité de l'image et du son, pour moi c'est vraiment le cadeau idéal que je vais offrir à ma collection de films. Chez But, jusqu'au 24 décembre, pour un Noël de rêve, le combiné magnétoscope lecteur DVD Philips est au juste prix de 299 €. Et le juste prix, c'est But. Les magasins But seront ouverts le dimanche 21 décembre, sauf réglementation préfectorale. On va se gêner jusqu'à 18h avec Christine O'Krent, Pierre Bénichou, Philippe Vandel, Stéphane Poquelin, Marianne Sergent et la revue de presse. On peut même aller plus loin, évidemment, que les articles que vous avez devant vous et que je vous ai confiés sur Saddam Hussein, l'après-arrestation, on va dire, puisque c'était surtout hier dans les journaux qu'on nous montrait les photos de ce clochard retrouvé tout près de sa bergerie natale, quasiment, Saddam Hussein. Alors, les images filmées, pensées par Washington, titre Libération, c'est l'article que je vous ai confié, Pierre Bénichou. Les avocats qui sont prêts à défendre Saddam, ça c'est pour Christine O'Krent dans France Soir. Marianne Sergent, je vous ai confié un article qui parle plutôt du président Chirac et de sa réaction face à l'arrestation de Saddam Hussein. Et puis peut-être on va commencer par là dans Libération, Stéphane. On nous dit que c'est quasi sûr, Saddam Hussein a été trahi par un membre de sa famille. Oui, certainement, cet article dans Libération devait être très très intéressant, mais je crois qu'on a interverti un esprit malin a jugé bon d'intervertir les articles de Pierre Bénichou et de Stéphane Poquelin afin de voir si nos esprits légers sauraient s'acquitter de ce fardeau. Eh bien oui, je relève le défi. Et donc je vous parlerai de l'excellent article sur les images filmées et pensées par Washington. Oui, il y a François Renucci qui me dit au lieu de dénoncer les assistants qui auraient interverti leurs feuilles, Poquelin et Bénichou feraient mieux d'arriver à l'heure. Et auquel cas ils s'assieraient aux bonnes places et ils auraient les bons articles. Et tac! Merci et bravo François! Enfin, vraiment. Non mais ces attaques. De toute manière, je vois bien, ça soit encore des gens qui sont... Car nous avons été discrets, vous l'aurez remarqué sur votre arrivée, pendant que j'étais en train de lire le courrier des auditeurs, mais tout de même... Mais franchement, arriver ensemble. Mais c'est pas ça, mais nous faire travailler un jour qui était férié pour Pierre et pour moi, je trouve ça pas très juste. Pourquoi? C'est quoi la Saint-Con? Bref, si nous pouvions essayer de relever le niveau, si cela ne vous gêne pas trop. Donc, l'article de Libé est très intéressant parce qu'il montre à quel point les images qu'on fait le tour du monde de Saddam Hussein ont été pensées avec beaucoup de soin et ont fait l'objet d'une mise en scène vraiment très très précise. L'article s'ouvre ainsi: Hollywood a désormais un rival, les productions du Pentagone. La statue de Saddam qui tombe, le sauvetage de Jessica Lynch, Bush déguisé en Top Gun devant une bannière, mission accomplie. Et maintenant l'apothéose, le monstre barbu
épouillé. Et c'est vrai que lorsqu'on voit les images, l'image qui montrait le plus la faiblesse de Saddam Hussein, c'est cette image à peu près extraordinaire, insensée, où il est contraint d'ouvrir la bouche, où on examine ses dents. Et hier sur France 2, le commentateur disait que c'était pour voir s'il ne dissimulait pas à l'intérieur de sa bouche une capsule d'un poison quelconque. Moi, je pensais bêtement que c'était pour vérifier si ses dents étaient bien, si c'était les siennes, et donc si c'était le vrai Saddam. Non, il y a une autre version, c'est Willem dans Libération. Ça, c'est un très bon dessin, très drôle dans Libé aujourd'hui. Willem nous montre le médecin chauve, car il est chauve, qui ouvre la bouche de Saddam Hussein, qui consulte ses dents, et on voit le médecin qui dit toujours pas une trace des armes de destruction massive. Et quelqu'un qui dit et dans les oreilles. En fait, il cherche toujours, vous voyez. Et là, l'article se finit ainsi, donc en insistant sur le fait que l'annonce, en tout état de cause, de la capture de Saddam Hussein devait absolument être réalisée par un Irakien. C'est donc Jalal Talabani, dirigeant kurde, membre du conseil du gouvernement irakien, qui s'en est chargé à 9h heure française. Dernière phrase. Les images de l'examen médical imposé à Saddam ont dépassé toutes les espérances des communicants du Pentagone. Elles montrent qu'il était un mortel, ordinaire, pas un surhomme, et qu'il n'était plus une menace. Mais est-ce que je pourrais dire un mot là-dessus, justement, sur cette apparence Saddam Hussein? Tout porte à croire que les Américains ont voulu le montrer déchu, et que cette déchéance qui paraît assez normale, allait justement montrer à tous ses partisans à quel point le surhomme était devenu un clochard. Mais je crois qu'il y a ce que j'appellerais le syndrome Ceausescu. Ceausescu, qui était aussi une brute absolument immonde, et qui était un type qui était responsable de la mort de milliers, peut-être de millions de personnes, quand on l'a vu dans ce fameux film du dernier jour, avant qu'il soit quelques minutes avant qu'il soit exécuté, et qu'on a vu que sa femme lui touchait son col de son par-dessus pour pas qu'il ait froid, et qu'il a été comme ça, au contraire, il y a eu une sorte d'émotion. On avait beau savoir que c'était une ordure, il y avait quelque chose de pathétique et de pitoyable là-dedans. Et je me demande jusqu'à quel point cette volonté américaine ne va pas être, comme on dit maintenant, contre-productive, et que ce Saddam Hussein, qui était odieux et immonde tant qu'il était flambard, et tant qu'il se montrait comme ça dans sa puissance et dans sa superbe, de l'avoir montré comme ça, moi, je ne sais pas, c'est devenu, ça n'excuse à mes yeux aucun de ses crimes, mais c'est devenu quelqu'un de pitoyable. C'est le du bas de l'immeuble. Et j'ai l'impression que l'effet escompté est contraire. Christine Ockrent. Je crois que s'étonner du soin porté à l'image, c'est faire preuve d'une certaine hypocrisie ou alors d'une très très grande naïveté. Alors, on peut toujours être contre les Américains, ça c'est toujours, j'allais dire, normal. Mais quand on voit le soin porté à l'image de nos propres communicants, de nos propres hommes politiques, de la moindre apparition, et c'est légitime parce que la politique est médiatisée aujourd'hui, mais si vous croyez que lorsque M. Chirac va se promener à Valenciennes pour serrer 4 mains, tout ça n'est pas de l'image soignée, c'est extrêmement naïf. Je réponds pas à Pierre là-dessus, je réponds plutôt au papier de Libé. Et alors, il y a une chose qui m'a choqué, le fait que Talabani, qui est l'un des grands leaders kurdes, il faut quand même savoir que les Kurdes ont souffert par millions de Saddam. Ces gens ont été assassinés, violés, des familles dispersées, etc. Les Kurdes ont participé de façon très étroite à la traque de Saddam, parce que ce sont des combattants remarquables et que pendant des semaines, ce sont eux qui ont pisté, etc. Et donc, s'étonner à dire, ah ben en plus, ils ont fait que ce soit un Irakien, en l'occurrence un Kurde, qui l'annonce. C'est vraiment méconnaître complètement la réalité irakienne. Je veux dire, c'est absurde. Alors, on peut toujours faire de l'ironie, c'est marrant, etc. Mais là, sur l'histoire de Talabani, je réagis juste à cet aspect-là. Mon ironie n'était pas du tout. Mais je ne te parle pas à toi, mon Pierre. Non, mais je réponds. Ce que je critique dans la façon dont les Américains ont montré cela, ce n'est pas du tout en me disant c'est honteux parce que c'est du procédé. Le procédé est évident. Non, mais crains que ce procédé. Le papier est oui, celui-là. Mais ça, je m'en fiche un peu du papier. Oui, ça, mais c'est le principe de la séquence en même temps. Non. Je crains que ce procédé
soit contre-productif. Oui, mais Ça, là, on a compris. je crois que c'est de la sophistication très occidentale. Pas du tout. Je crois que- C'est de l'émotion au premier degré. Moi, je suis d'accord avec Pierre. Que ce type, tout d'un coup, je me suis dit, c'est un fugitif. Ah, moi, j'ai eu envie d'appeler les 115 tout de suite. hein. Non, moi je suis d'accord avec Pierre. Moi, Vandel. je m'étonne que les images qui sont si soigneusement faites, on l'a vu, par exemple quand la statue de Saddam était tombée, ils avaient mis un drapeau américain sur la tête de Saddam, vous vous en souvenez? Eh bien, le type, le commandant qui était là sur place, a reçu un ordre de Washington en disant enlève ce drapeau américain parce que c'est une offense au monde arabe, et ils l'ont retiré. Après, ils ont fait tomber la Ce qui statue. provient que c'était une initiative du type et pas Local. Hollywood en Exactement. chef, l'espèce d'être suprême. Exactement. Là, qui- Et Hollywood en chef a dit enlève ce drapeau américain. Et je trouve que l'image de l'inspection de la bouche est un petit peu en trop et qu'elle peut vexer. Le présenter comme un pauvre type pouilleux, hagard. Saddam avait dit qu'il se battrait jusqu'au Oui, mais je dernier crois souffle que et qu'il oui, se suiciderait. Philippe, c'est C'était vrai bien. pour nous, pour notre sensibilité à nous, c'est extrêmement moi, je m'en fous. choquant. Moi, je pense au et capital Pierre a arabe. raison, parce que vraisemblablement l'effet est inverse. Pour les Irakiens, dont beaucoup ont été mutilés, vous vous souvenez quand même de ces témoignages où les types arrivaient disant moi j'ai eu la langue coupée, moi c'était les 2 oreilles, moi c'était 3 doigts, moi c'était etc. Donc on est dans une culture de violence physique qui n'est pas la même. Alors je ne dis pas que tout ça est bien. Moi, je dis qu'il faut quand même se méfier. Nos critères à nous ne sont pas. Moi, je crois qu'il y a- Oui, mais justement, nous nous sommes battus. L'Occident s'est battu contre Saddam pour qu'il n'y ait plus de langue coupée, pour qu'il n'y ait plus de gens tondus, pour qu'il n'y ait plus de gens humiliés. Voilà. Et donc, l'humiliation, c'est un prisonnier de guerre maintenant, qui sera traité selon la Convention de Genève. Et quelque haine qu'on puisse avoir, quelque mépris qu'on puisse avoir pour lui, c'est un prisonnier de guerre. La Convention de Genève interdit que l'on montre des photos. De Pierre, ce on ne sait salopard. pas que c'est un prisonnier de guerre. C'est justement. Il sera traité selon la Convention de Genève, ont dit les officiels américains. Or, déjà, il n'est pas traité puisque la Convention de Genève refuse que l'on montre la photo d'un prisonnier. Voilà. C'est exact. Marianne. Eh ben moi qui y étais, je peux vous dire, ça s'est passé très simplement. Ils ont soulevé le machin, ils ont balancé un petit truc qui a endormi tout le monde. Ils se sont dit, c'est pour ça qu'il avait cette tête de drogué invraisemblable qu'il avait, parce que c'est un mec assez qui se serait battu quand même s'il avait. Là, ils l'ont endormi et puis il était encore sous le choc. Et donc, Vous pensez qu'on l'a drogué, vous? C'est ce que disent certains Irakiens. ah ben, de toute façon, pour rentrer dedans, il fallait qu'il y ait un truc qui les endorme, donc il n'y a pas Ils de disent que oui, machin, souvent y a avant pas de- l'assaut, on a vu par exemple avec les Russes, avec le commando tchétchène dans le théâtre de Moscou, avant l'assaut, on met des gaz d'endormissement. Bah oui, pour pas qu'ils se fassent les premiers qui vont descendre là-dedans, qu'ils se fassent pas descendre comme des lapins, ça me semble logique. Donc qu'il ait les yeux rouges et qu'il soit dans cet état-là, c'est que vraiment il a un peu la gros, ça va. Mais alors sinon, alors le titre du Parisien. Alors moi je suis déçue. À moins qu'il était peut-être en train de fumer du shit. Alors le titre du Parisien, c'est Chirac veut un pouvoir irakien souverain. Ça veut toujours rire. Il en a fumé beaucoup, de toute façon. Donc voilà, donc Chirac veut un pouvoir irakien souverain. J'aime pas le titre parce que j'aurais préféré le gouvernement français veut un pouvoir irakien souverain, ce qui montrerait qu'on est tous solidaires par rapport à la question. Ça aurait été sympathique, que ce soit moins personnalisé. Ensuite, qu'est-ce qu'ils nous disent que il est content, qu'on chacun se réjouit qu'il soit arrêté. Donc jusque là c'est normal. Ensuite, alors ce qui devient intéressant pour nous, c'est que la France est prête à annuler une partie de la dette irakienne, mais on ne nous dit pas de combien est la dette irakienne. Alors là, il faudra avoir un petit peu plus de détails sur cette dette irakienne, parce que ça a l'air d'arranger tout le monde. Alors il faudrait mieux l'annuler complètement. Pourquoi une partie? Est-ce que c'est les centrales nucléaires qu'ils ont pas fini de payer? Enfin bref, c'est peut-être un petit peu puant ce qu'il y a derrière, donc c'est intéressant à soulever. Et puis, alors après, la question fondamentale, est-ce qu'il va Elle être... est bonne analyste politique, Marianne Sergent. Alors ensuite, c'est de se dire, voilà, il va être reconnu coupable, ça c'est sûr, et est-ce qu'il va être condamné à la peine de mort? Et là, on va retomber dans un débat passionnant. Ce type mérite la mort ô combien, mais où en sommes-nous philosophiquement par rapport à la mort? Voilà, et par rapport à la peine de mort. Et ensuite, il y a un autre truc qui est très intéressant, sur 4 colonnes, il y a 3 colonnes qui sont sur l'indifférence des bourses. Et je trouve tout ça très intéressant de faire un papier sur l'indifférence de quelque chose. Parce que ça ne nous intéresse pas. Non, parce qu'on s'attendait tellement à ce que la bourse monte. On s'attendait à rien du tout. Personnellement, moi, je m'en tape de la bourse. Ça n'a jamais été un critère politique pour moi. Pas toi. Non, mais je veux dire, les on analystes. peut penser qu'il y a un lien parfois entre l'argent et la politique. Non, il y a une info Moi, sur cette dette, alors j'ai un truc qui me semble bizarre. Pourquoi est-ce qu'on annule les dettes? Il y a une mesure que prennent certains banquiers avec des hommes d'affaires qui ne peuvent plus payer, qui ne sont plus solvables, mais dont on se dit, si on ne le laisse pas travailler, on n'aura plus jamais l'occasion d'être remboursé. Or là, c'est un pays très riche qui est en ce moment dans une situation épouvantable,
eh bien, on peut attendre, et cette mesure que prennent les banques s'appelle retour à meilleure fortune. C'est-à-dire qu'on dit, on fait un moratoire sur cette dette jusqu'à retour à meilleure fortune. Il est sûr que si l'Irak devient libre et que le pétrole est librement vendu dans le monde, l'Irak sera un pays riche dans 5 ans, dans 10 ans, disons dans 20 ans. Mais pourquoi à ce moment-là ne pas récupérer notre argent? Pourquoi vouloir annuler aujourd'hui? C'est vrai. Parce que c'est un calcul absolument dégueulasse, où on se dit, si on annule, les Américains nous laisseront aller travailler là-bas, et c'est comme ça qu'on va reprendre notre pognon. Ben, tout ça, je trouve que c'est pas très bien. Et, je croyais être très heureux de la capture de Saddam, et il y a 1000 choses déjà qui m'ont fait... Pardon, en ce qui concerne la dette des États, c'est pas tout à fait comme la dette des individus. Donc, il y a quelque chose qui s'appelle le Club de Paris, qui a été créé il y a, me semble-t-il, une vingtaine d'années. Je me demande si c'est Giscard qui a eu cette idée, vis-à-vis des pays très pauvres, qui accumulent des dettes vis-à-vis de partenaires commerciaux. On a décidé à un moment donné, pour les pays en voie de développement, qu'il fallait annuler, parce que sinon jamais ils ne rembourseraient. S'agissant de l'Irak, pays qui était sous embargo et qui était soumis à des sanctions des Nations Unies que Saddam, d'ailleurs, ne respectait pas, il y a eu une accumulation pour la France et pour la Russie, surtout, qui étaient les plus gros créanciers de dettes impayées. La réunion de Paris n'a rien à voir avec la capture de Saddam. C'était programmé depuis des semaines. Ça n'a absolument rien à voir avec ce qui s'est passé il y a 2 jours à Tikrit. Et c'est d'ailleurs pour cela, par hasard, et tant mieux pour Chirac, qui du coup se remet sur le devant d'une scène qu'il a beaucoup boudée. C'est tout à fait par les hasards du calendrier que la délégation irakienne est à Paris, que James Baker est à Paris pour négocier cette histoire de dette. Ça n'a rien à voir avec l'arrestation de Saddam. Mais il n'est pas pareil. Un pays en voie de développement qui a très peu de ressources, qui est perdu au fond de l'Afrique, et l'Irak, qui est un des pays les plus riches du monde. Donc celui-là, on aurait le Club de Paris. Et tu as raison de dire qu'on examine ces problèmes de façon à repartir à zéro par rapport à un Irak souverain, très riche, et voilà. Allez, c'est Vandel qui conclut, parce qu'il n'a pas encore donné son article. L'article, c'était, moi je devais lire l'article du Monde. C'est plus un exercice de style qu'un vrai article d'information. Il dit en fait Saddam Hussein court toujours et maintenant c'est le Père Noël en gros. Mais je vais juste donner une toute petite info pour aller vite parce qu'il faut rendre. C'est Fotorino ça. Exactement, c'est Fotorino, on le reconnaît. C'était un truc qui était dans le Parisien que j'ai lu ce matin à une autre page. C'était les noms de code. Il y avait Aube Rouge, il y avait je sais pas quoi, mais les noms de code des fermes. Vous savez comment elles s'appelaient ou pas? Glouton 1 et Glouton 2. Ah oui. Voilà, et ça m'a fait marrer parce qu'ils devaient penser que ça avait avalé le Saddam. Voilà. Comme un jeu vidéo. Dans votre papier à vous alors, Pierre Bénichou, un dernier mot? C'est un papier de Libération qui se veut être factuel, et en fait, pour quiconque a un peu de je sais pas, un rêve un peu, c'est quand même, il est au bord du Tigre et tout près de l'Euphrate. Et qu'il est dans le berceau de la plus grande civilisation de l'humanité, de la Mésopotamie, où tout est né, et qu'on voit cette misère, ce milliardaire devenu clochard avec un paquet de billets de il y avait 700 000 $, c'est pas mal, ça aide. 700 000 $, c'est quoi? C'est pas le prix d'un appartement à Paris. C'est 4 millions de francs. Je veux dire, arrête tes conneries. Bon, c'est rien. Il est là avec 4 millions de francs. Deux Kalachnikov qui appartiennent à ses cousins qui doivent pas bien marcher. Et lui-même, il a un pistolet. Il est là. Je veux dire, cette déchéance, on peut s'en féliciter, et je m'en félicite, mais je trouve qu'elle est quelque part, sinon émouvante, du moins elle remue des choses qu'il aurait mieux valu ne pas remuer pour que la haine soit intacte. Voilà ce que je veux dire. Allez, on termine là-dessus, on se retrouve après la pub pour d'autres sujets. À tout de suite. Vendredi soir, dans une agence France Télécom. Bonjour, pour Noël, je recherche un forfait pour téléphoner toute la nuit sans vous ruiner. Oui, pour que votre grand-mère vous chante des berceuses. Oui. Avec le forfait Super Infini Noël, tout est prévu. En plus, le Nokia 3100 est à seulement 9 €. Et si je sais chanter? Oui, mais pas des berceuses. Pour toute souscription à un forfait Super Infini Noël, le Nokia 3100 avec MMS écran couleur est à seulement 9 €. Série limitée jusqu'au 21 janvier 2004 dans votre agence France Télécom et vos magasins Mobistore. Voir conditions au magasin. Orange de France Télécom. Bientôt les vacances à la neige. Consultez europe1.fr et trouvez votre location à la montagne parmi des milliers d'offres. Avec europe1.fr, vous pouvez aussi gagner une semaine de location au ski en appelant le 0897 66 70 70. Une semaine en appartement pour 4 personnes à gagner en appelant le 0897 66 70 70, 56 centimes l'appel. Retrouvez-nous vite sur europe1.fr.
Votre retraite, personne ne peut la rêver à votre place. Alors comment voyez-vous la vôtre dans quelques années? Une blouse de jardinage, des bonnes bottes, et puis des gants. C'est important pour les rosiers et les gants. Palme, tuba, un petit maillot, une pièce, bleu clair. Un costume cravate attaché caisse. Non, je rigole. Il existe une vie active après la vie active. C'est pourquoi BNP Paribas a créé Projet Retraite. Des conseils personnalisés et des produits adaptés pour préparer votre stratégie d'épargne et d'investissement. Parlez-en à votre conseiller BNP Paribas. BNP Paribas, la banque d'un monde qui change. Ne laissez plus vos enregistrements se dégrader. Passez au DVD-R Philips. Avec les DVD enregistreurs Philips, vous enregistrez facilement sur DVD avec une qualité de son et d'image inaltérable. Vous aussi, pour moins de 500 €, entrez dans le monde de l'enregistrement DVD. Et découvrez la nouvelle gamme DVD-R Philips. DVD-R Philips, le DVD qui enregistre pour l'éternité. Et puisque c'est Noël, Orange vous rembourse de 30 à 60 € sur l'achat d'un coffret Orange à partir de 29 €. Offre valable jusqu'au 21 janvier 2004, voire conditions dans votre agence France Télécom et vos magasins Mobistore. Orange de France Télécom. On va se gêner jusqu'à 18h, toujours avec Pocrin, Ockrent, Sergent, Bénichou, Vandel. Ce qu'on n'a pas dit sur Saddam Hussein, c'est que Maître Vergès était prêt à le défendre. Vous avez vu ça? C'est vrai? Ah oui. Et toujours là, Maître Vergès. Maître Collard, c'est pas Collard. n'est pas encore intervenu. Mais il n'a pas d'enveloppe. Enfin, c'est d'ailleurs pas tout à fait, je crois, Saddam Hussein, mais Tarek Aziz, je crois qu'il est prêt à défendre Vergès. C'est rigolo quand même, les avocats français comme ça qui toujours se placent pour essayer de... Monsieur, les avocats de tous les pays du monde, unissez-vous, comme disait Maître Karl Marx. Non, parce que c'est incroyable, quoi. Non, mais une grande... Dès qu'il y a un gros coup, ils sont là, quoi. Mais c'est curieux parce qu'il y a une déontologie, normalement, dans la profession d'avocat qui fait qu'on ne doit pas faire de publicité. Et je ne crois pas qu'ils aient encore viré ça de leur... Et ils vous répondront que c'est leur grandeur, les défendre tous, aussi vil soit-il. Immonde soit-il, il faut aller les défendre. En effet, c'est vrai. Mais je veux dire, quand on est spécialisé dans des cas comme ça, il y aurait quand même peut-être une petite présomption de culpabilité anti-civilisation. Tant pis place aux jeunes, des nouveaux avocats, youpla. On passe du boucher de Bagdad au cannibale allemand, puisqu'hier 2 témoins volontaires non retenus par un cannibale allemand à la recherche d'une victime consentante ont été entendus par le tribunal de Cassel. Je m'explique, ce type qui a bouffé sa victime est complice sexuel. Il lui a d'abord bouffé la bite, ils étaient ensemble. Hein, donc voilà, ils étaient ensemble. Il devait être plus ils ont mangé son sexe. Ils étaient plus ou moins consentants au départ. Parce que bouffer la bite, c'est presque érotique, tu vois. On pourrait se demander de quoi ça relève. Enfin, en tout cas, ce cannibale de Rothenburg avait trouvé un complice sexuel qu'il a fini par bouffer. Et on apprend en fait qu'avant, il avait recalé 6 volontaires pour son dîner. Ah bon? Il y en a 6 qui ont échappé à ce massacre parce que il devait trouver que il n'y a peut-être pas assez à manger. Ou la date de péremption était dépassée. Ouais. Ou je sais pas. Enfin, rendez compte que le type, il avait fait son menu, quoi. Il a dit, non, pas ces 6-là. Toi, t'es bon. Et lui, il l'a bouffé. Rendez compte un peu quelle horreur, quand même. Est-ce qu'il l'avait mordu avant? Alors, la défense, évidemment, du cannibale de Rothenburg, c'est de dire qu'effectivement, c'est un meurtre sur demande, un meurtre par plaisir sexuel, que, effectivement, la victime était plus ou moins consentante. Mais la victime savait pas qu'elle allait être tuée. Si, elle le savait d'ailleurs. Il paraît qu'il lui disait t'aimes ça, l'autre disait j'en crève. Et d'ailleurs, c'est une horreur, c'est ça. Je vois pas pourquoi on parle de ces choses-là. Mais parce que Maître Collard, C'est vrai. Alors ça, c'est la piranerie que j'ai jamais entendue. Pas du tout. Et les femmes, elles font quoi? En admettant que vous condamniez l'homosexualité, les femmes, elles bouffent les bites, que je sache. Non, je veux dire, quand on connaît l'argot, on sait qu'on dit il m'a sucé la bite ou il lui a bouffé la chatte. Ah oui. On dit pas bouffer la bite et sucer, non. Ça dépend. Non. Pourquoi est-ce qu'on dit personnellement dans le parce qu'il y a de nouvelles pratiques, Pierre. Dans le même genre, pourquoi est-ce qu'on dit je lui ai mis une droite et je lui ai mis un gauche? Mais il y a des trucs comme ça, c'est l'usage, ma petite fille. Mais tu verras. L'usage, dans ces cas-là, je vais vous dire, l'usage, vous bouffez, vous faites ce que vous voulez. Enfin, moi, je suis d'accord pour qu'on change de sujet quand même. Pourquoi? Mais moi, je trouve que c'est un sujet absolument passionnant. Moi aussi. Comment on peut... On va le faire vite, on va se dépecer. Oui. Parce qu'il y a l'aspect purement trivial du truc qui nous fait rire, lui a mangé la bite, tout ça et tout. Mais vraiment, ça renvoie vraiment à la question de la servitude volontaire. C'est-à-dire, en termes de droit, quand quelqu'un
quelqu'un dit, et tout porte à croire que la victime était consentante, au nom de quoi, et pourtant Dieu seul sait si je pense que le gars doit être condamné, mais au nom de quelle norme morale devons-nous condamner l'assassin? C'est un débat extraordinaire. Il y a une loi, tu ne peux pas donner la mort même si on te la demande. Et ensuite de ça, sais-tu que l'émasculation est punie de la peine de mort. C'est pour ça que les gens, les transsexuels allaient se faire opérer au Maroc, parce qu'au Maroc la loi n'était pas la même, mais qu'en France, quiconque faisait une opération pour les transsexuels, il y avait émasculation, donc c'était passible de la peine de mort. L'autre point qui est extraordinaire, c'est qu'on peut penser que dans une affaire comme celle-ci, sans le progrès technique constitué par Internet, ça n'aurait pas été possible. Imagine même il y a encore 30 ans. Le mec, comment il aurait pu trouver 7 candidats assez cons c'est impossible, tu cherches autour de toi, t'en trouves pas des gens comme ça. Ça fait 2 ans qu'ils étaient en contact en plus, la victime et le cannibale. Donc c'est vraiment les nouveaux outils qui permettent ça. C'était quoi le texte? Je sais pas si mais moi je pense que le cannibalisme aussi est interdit dans la loi française, non? Il est autorisé en Allemagne en tout cas. Le cannibalisme est autorisé en Allemagne. Autorisé, c'est pas le mot, mais le cannibalisme n'est pas un crime en Allemagne. Tellement c'est pas prévu. C'est pas prévu. Et en revanche, le détail, c'est affreux, mais en même temps, c'est notre curiosité malsaine. Oui. Et évidemment, on va être satisfaite. Le cannibale a raconté qu'il avait donc dessiné des lignes sur le corps enduit d'huile de sa victime potentielle. Là, il était encore vivant, donc, pour préparer une découpe, et ensuite il l'a attaché à un crochet de boucher. Je vais y aller, moi, j'en reviens tout de suite. Mais il l'a fait pendant que la victime était vivante et consciente. Et le sommet de tout, c'est que l'autre était cuisinier de ce métier. C'est ça que je trouve génial. Marc, il aurait pu aussi bosser chez l'aïeul. Enfin, vraiment, Et voilà, et le cannibale a indiqué qu'il avait rejeté 6 victimes recrutées sur Internet. Et là, on entend donc actuellement au tribunal en Allemagne les 5 candidats recalés, si j'ose dire. On voit les candidats rentrant à la maison et la merde. Et alors, encore recalés. La queue basse. Vraiment. C'est curieux. Mais quelle idée de bouffer. Manger son propre sexe. Où est le sexe là-dedans, en fait? Dans l'assiette. Oui, mais non, mais franchement. Mais non, la pulsion, la pulsion. C'est chacun son truc. Dans la pulsion érotique en la matière. Mais oui. C'est chacun son truc. Non, mais ce qui se dit, c'est que la pulsion érotique. Mais je trouve que c'est pas bien. Ce qui se dit, c'est que la pulsion érotique. Depuis le marquis de Sade, on sait tout ça. En la matière, c'est dans Non, mais une grosse. Pardon, excuse-moi. À la différence du marquis de Sade. Vous êtes en train de bouffer les jeunes filles n'étaient pas consentantes. C'est ça que je trouve hallucinant. Tu m'aimes? Oui, bah reprends-en. Donc vas-y, alors la pulsion érotique. Non, ça fait 5 fois, laisse tomber. Vas-y, la pulsion érotique. C'est quoi la pulsion érotique? On veut la connaître, votre pulsion érotique. Non, c'est pas ma pulsion, mais en la matière, dans tout ce qui relève des pratiques SM, les gens disent toujours, ah, mais pourtant, ça fait mal et tout. Ça n'a rien à voir avec la douleur en soi, la plupart du temps. Ça a à voir avec l'obsession de contrôle. Et donc, dans le cas du gars qui était victime, il faut savoir comment ça s'est passé. Il est arrivé, puis il a décidé, finalement, à un moment donné, il a dit « je ne veux plus mourir ». Il a décidé de repartir et l'autre l'a convaincu. Or, souvent, ce qui se passe dans ce genre d'affaires, c'est qu'en réalité, ce gars-là, la victime, avait dû envoyer son fantasme sur Internet et au moins 5 ou 6 fois avoir des rendez-vous du même type et penser qu'il s'en sortirait à chaque fois parce qu'il finirait toujours par contrôler la pulsion morbide de la personne en face de lui. Et cette fois-ci, il est tombé sur quelqu'un qui ne contrôlait pas. Mais bien sûr, mais c'est évident. Est-ce que dans le masochisme comme dans le sadisme, on croit que le sadisme et l'envers du masochisme, pas du tout, parce que le sadique reste sujet et il veut un objet de son désir, alors que le masochiste, lui, est toujours le sujet quand même, il n'est jamais objet. Donc ce ne sont pas 2 pratiques complémentaires et contraires. Dès qu'on entre dans la folie sexuelle, évidemment ça fait rire des gens comme vous, mais ça va beaucoup plus. Moi, je suis très primaire, mais je trouve ça absolument répugnant. C'est vrai. Évidemment que c'est répugnant. On est d'accord là-dessus. Je sais pas si vous voulez venir. Ça existe. Est-ce que ça vous dirait de venir être mangé à la maison ce soir? Oui. Mais on fait des nems ce soir. Allez, on prend les nems et on recommence, mais après la pub. Lambert, puis-je savoir ce que vous faites avec votre PC dans les bras? Ah mais monsieur le président, c'est vous qui m'avez demandé de vous suivre avec tous mes dossiers. Visiblement, Lambert ne connaît pas le portable IBM ThinkPad G40. Dommage, car pour 1 280 € hors taxe, il offre tout le confort d'un PC et la puissance du processeur Intel Pentium 4. La mobilité en plus.
Et jusqu'à fin décembre, IBM double votre mémoire. Contactez votre revendeur IBM ou le 0810 003 810. Offre réservée aux entreprises chez les revendeurs participants. Je t'embrasse sur l'épaule. Je t'embrasse dans le cou. Je t'embrasse sur la main. Je t'embrasse sur le nombril. Je t'embrasse. Je t'embrasse sur le... Il y a des conversations qui nécessitent plus de temps que d'autres. Alors pour Noël, Orange vous propose le forfait temps libre compte mobile jusqu'à 2 heures de communication le soir et le week-end vers Orange FX pour 20 € par mois sur 12 mois. Offre valable jusqu'au 21 janvier 2004. Conditions au 0800 830 800. Communiquons plus. Orange de France Télécom. Chez But, c'est un Noël de rêve. Pour Noël, il y a toute ma famille qui se réunit. Je vais me servir de mon super appareil numérique que je trouve absolument génial. L'appareil photo numérique Sony Cybershot, 3,2 millions de pixels. J'ai très envie d'accrocher cette lumière, ces souvenirs-là, l'ambiance de Noël tout simplement. Zoom optique par 3, port USB, batterie rechargeable. Avec mon appareil numérique, on n'a pas à penser aux piles, on n'a pas à penser à la pellicule. Chez But, jusqu'au 24 décembre, pour un Noël de rêve, l'appareil photo numérique Sony est au juste prix de 299 €. Et le juste prix, c'est But. Les magasins But seront ouverts le dimanche 21 décembre, sauf réglementation préfectorale. On va se gêner jusqu'à 18h. La dernière ligne droite avec Vandel, Pocrin, Sergent Ockrent, Bénichou. On parlait des problèmes sexuels. Alors là, on a un truc dans Marianne étonnant parce que un tribunal aux États-Unis vient de condamner un délinquant sexuel de 8 ans. En effet, après avoir vu le film Mary Poppins, l'enfant a tripoté ses petites camarades dans le cinéma. Non, mais ils sont dingues. Verdict, 2 ans de mise à l'épreuve. Ça se passe à l'école de Mount Clemens dans le Michigan. Mais qui sont belles. On a projeté le film Mary Poppins à une classe de jeunes enfants âgés de moins de 10 ans. Puis alors, on ne sait pas ce que le film a produit comme effet sur le garçon de 8 ans, mais après la projection, le petit gosse s'est mis à tripoter 4 des petites filles qui étaient avec lui en classe. 4 quand même. Hein. Ouais. Et le petit garçon est alors accusé de harcèlement sexuel. Que c'est con, mais que c'est Mais il y a un bête. bouquin magnifique qui a été fait là-dessus, ça s'appelle Quand j'avais 8 ans, je m'ai tué, qui est de Howard Buten, et c'est exactement cette histoire-là. En plus, il faut le lire, c'est magnifique. Alors, il est accusé de harcèlement sexuel, il a été traduit devant un tribunal afin de suivre un programme de réhabilitation pour délinquants. Chez Michael Jackson. Vu son âge, non. Vu son âge de 8 ans, le programme est trop ardu, disent certains, puisque normalement c'est un programme pour adolescents. Le juge a donc décidé de faire suivre des cours particuliers, c'est-à-dire un programme individuel avec 2 ans de mise à l'épreuve. Et Marianne conclut son article de façon assez amusante quand même. Et comme dit l'autre, les cas de pédophilie perpétrés par les enfants sont fréquents dans les écoles. Oui. C'est vrai que les enfants entre eux, on peut pas vraiment les traiter de pédophiles. Mais ça s'appelait jouer au docteur quand j'étais petite, on avait le droit de jouer au docteur. Non, mais je me demande ce qu'en pense quelqu'un qui défend toujours l'Amérique, mais Christine, vous restez sans voix quand je Ouais, sérieusement, vous avez déjà tripoté vos petites camarades quand vous étiez gosse. Moi, Pierre. 4, jamais 4. Hein. Jamais 4 bien, d'un 4. coup, mais bon, à 8 ans, non. Mais oui. En plus, moi j'ai eu l'armée américaine qui a essayé de me faire avouer, j'ai rien dit. C'est pas qui va commencer. Hein. Non, c'est débile. En plus, les 2 ans de mise à l'épreuve, c'est pas très malin, puisque plus ça va, plus le petit il va avoir des hormones, plus il va devenir un ado. Donc plus on attend, plus il va... Non, mais entre 8 et 10 ans, t'as le temps, mais c'est complètement stupide de le retirer de sa famille, etc. Enfin, c'est absurde. Moi, ce qui m'est pas, c'est à 8 ans de discuter avec un enfant. Pourquoi Mary Poppins? Parce que c'est pas particulièrement sexuel, Mary Poppins. Si, avec son parapluie, là, non, il y a plein de trucs, Un sujet qui va intéresser et amuser Pierre Bénichou, je suis sûr qu'il connaît tout sur ce jeu, le jeu du Bonneto, qui, paraît-il, retrouve une nouvelle jeunesse à Paris, à Saint-Denis, dans les quartiers populaires de la capitale. C'est évidemment interdit par la loi, mais il y a des dizaines de types qui, paraît-il, sur certains trottoirs parisiens, attrapent le gogo, comme on dit. C'est un des rares jeux où on perd toujours. Alors c'est ça, c'est incroyable, il y a encore des clients depuis oui, genre, Ouketi, rouge ça gagne, noir ça perd. Ouketi. Vous le voyez. Alors comment ça se passe? Alors, il y a 3 galets noirs en bois, sous l'un d'eux une étiquette blanche, il y a des badauds qui sont autour du type, il y a un complice parmi les badauds. Oui, il s'appelle le baron. Voilà, et évidemment la première fois le complice qui dit moi je joue, il mise, alors ça c'est 20 €, hein, c'est un billet de 20 €, il mise un billet de 20 €, évidemment il dit l'autre type, il bouge les galets très vite, c'est ça, il dit je crois que c'est au milieu, celui avec la croix blanche. Là, le type, vous avez gagné, il lui donne 20 €. Alors, les autres autour disent, si lui y est arrivé, le con, nous aussi. Sauf que eux, ils vont pas y arriver. Mais pourquoi eux, ils y arrivent pas?
Parce qu'il va plus vite, le type qui fait. Est-ce qu'il y a que des galets blancs? D'abord, c'était pas avec des galets. Enfin, je veux dire. Moi, j'ai vu avec des cartes. C'était avec des cartes. Il y avait un asiatique, un joker. Ça se fait encore avec des cartes. Et alors, ils font comme ça, et ça va, leur triche va plus vite que l'œil, quoi. C'est-à-dire. Mais c'est quoi la triche? Laurent a raison. C'est la triche de vitesse ou est-ce qu'ils ont que des as noirs? Non. Il y a un as rouge, mais ils le mettent avant. Ils s'arrangent. Puis en plus, ils ne gagnent que 2-3 coups. Ils jouent pas très longtemps. Ah, ils s'en vont tout de suite. Et oui, et dès qu'il y a un mec qui gagne, quand c'est une grosse somme, ils ont des caisses en carton. Et il y a le baron qui dit les flics. Mais l'histoire, c'est qu'il n'y a pas qu'un baron. C'est que maintenant, tous les gars qui sont autour, c'est ça qu'il faut dire aux clients potentiels, c'est qu'il y a le client potentiel et peut-être un qu'on peut accrocher, mais tous ceux qui sont autour sont des barons. C'est-à-dire tous ceux qui sont autour. Vous êtes bien au courant, vous. Mais non, mais c'est vrai. Non, mais du coup, c'est beaucoup plus dangereux parce qu'avant, on risquait seulement de perdre son fric, mais on risque de se faire casser la gueule. Parce que comme c'est tous des complices, si jamais d'aventure on gagnait. On risque surtout de se faire prendre son portefeuille. Parce qu'il y a des c'est marrant, ça, moi j'irais bien jouer. Comment on me dit que c'est de la triche, tout ça, mais j'ai envie d'y aller quand même. Mais heureusement qu'il y en a des comme vous, sinon ça n'existerait plus. Ça s'est joué d'abord dans un parapluie. C'était à la bord des champs de course. Et près des marchés aux puces, aux portes de Paris. Tout ça, c'est les petits métiers de Paris, quoi. C'est le degré zéro de l'illusionnisme. C'est-à-dire que une carte, on peut très bien te la dissimuler, te l'empaumer. Pierre Bénichou. Je vous aime pour ce genre d'expression. C'est le degré zéro de l'illusionnisme. Il n'y a que vous qui pouvez faire ça. C'est vrai. Mais il serait un très bon joueur de bonneteau, Pierre. Je suis sûr que vous en avez plumé plus d'un. Non, j'ai jamais su faire, mais je me suis entraîné. C'est marrant comme tout. Et alors, ils font un truc formidable, c'est que ils font semblant de corner l'as de cœur. Alors, tu es là, tu te dis, bon, c'est la carte cornée. Et ils font comme ça, tu vois la carte cornée, tu dis, c'est celle-là. Et évidemment, ils l'ont décorné, ils en ont corné une autre. Eh oui. Très vite, pendant que t'as pas vu. Enfin, il y a 1000 trucs comme ça. Laurent, est-ce qu'ils donnent des chiffres? Est-ce qu'on sait combien de personnes se font plumer ou... Ah non, ça, on n'a pas tous ces chiffres-là, mais on dit que tous les 20 mètres, il y a une armée de guetteurs qui veille au bon déroulement des opérations, et à la vue, effectivement, du moindre uniforme, hop, on siffle ou on se fait un signe. Oui. Le message passe en 3 secondes, et les boneteurs donnent alors un coup de pied dans leur table en carton, et s'éclipsent. Voilà. Selon le code pénal, sachez en tout cas que les joueurs de bonneteau risquent jusqu'à 5 ans d'emprisonnement et 375 000 euros d'amende. Ça n'arrive jamais. Je vais vous dire l'argot du bonneteau qui est formidable, où ils disent, mais non, mais ça rapporte plus le bonneteau, il n'y a plus personne. Il dit, chaque fois que le soleil se lève, il y a un pigeon qui se réveille. Bon, ça c'est leur premier truc. Et le deuxième truc que j'ai entendu aux courses, c'est un type qui disait à l'autre, mais dis donc, il n'y a plus personne qui vient, c'est plus la peine, laissons tomber le bonneteau. Et à ce moment-là, arrive un mec qui le plume, et l'autre se retourne vers son copain et lui dit, te casse pas la tête, elle est pas morte, la mère des caves. Allez, puisqu'il nous reste 1 ou 2 minutes juste avant le journal de 18h, est-ce qu'on peut regarder dans le quiz si le mot bonneteau figure? Attention, stop, c'est parti! Qui va trouver le bonneteau en premier? C'est le jeu du quid. Vandel est déjà quasiment sur la lettre B. Allez, va vite, Vandel. Attention, hein, c'est le grand gagnant du quid depuis 15 jours. Faut quand même le dire. Pierre Bénichou a même pas encore ouvert le quid. Regardez, bonneteau, c'est après Bénichou dans le quid. Il n'y est pas. Ça y est pas. Vous cherchez mal. Je vous assure. Ça passe de bonnetterie à bonnetier. Donc pas bonneteau. Voilà. Bonneteau, moi je l'ai. Jeu du hasard. Souvent pratiqué comme une arnaque dans certains quartiers populaires parisiens. Voilà, j'ai été le premier à le trouver. Oh, le faux cul. Oh, le faux cul, il invente. Pas du tout. Plutôt que de dire que j'ai gagné. Page 1742, colonne B. Voilà. Vous chercherez vous-même. On se retrouve demain entre 16h et 18h. Honteux, Laurent. C'est la dernière arnaque.